L'idée et la vision, c'est très simple. À la base, c'était de dire on crée les meilleurs cours de business du monde. Il y a plein de formations business sur Internet. Ok, c'est quoi la Tesla, c'est quoi la Rolls-Royce du cours de business? C'est des cours de business d'hyper bonne qualité, enseignés par les personnes les plus pertinentes et crédibles dans leur domaine pour le faire, c'est-à-dire les fondateurs des boîtes que toi et moi on connaît, on utilise dans la vie de tous les jours. On a fondateur de YouTube, fondateur de Shazam, fondateur de Siri, fondateur de Waze, fondateur de Wikipédia, fondateur de Eventbrite. Le business, c'est un art et une science. L'entrepreneuriat, c'est un art et une science. Et donc, il y a une partie qui est un petit peu, voilà, est-ce qu'on peut t'apprendre l'art? Ben non, au final, c'est qu'est-ce que tu as dans toi, c'est ce que tu as envie d'exprimer, etc. Mais il y a une partie aussi qui est comprendre les règles du jeu, s'inspirer des meilleurs, et même l'art, c'est ça aussi. Moi, mon but, c'est dans 5 ans, tu parles à un mec en Australie, au Koweït, au Royaume-Uni, aux États-Unis, tu lui dis cours de business, il doit te dire augmente. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'Eskimos, l'entreprise que j'ai fondée il y a 10 ans. Depuis 2015, on a accompagné plus de 2000 entreprises en Europe pour booster leur visibilité sur Google, TikTok, Amazon, Instagram et beaucoup de ChatGPT ces derniers temps. D'ailleurs, on a développé un outil super puissant chez Eskimos pour suivre en temps réel son référencement sur ChatGPT, Gemini et même Perplexity. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Aider les marques à être visibles là où leurs clients les cherchent vraiment. Si vous voulez qu'on en parle, écrivez-moi directement par email, je vous le laisse juste ici, andrea.bensaid@eskimos.fr. Je réponds personnellement à tous mes messages. À bientôt. Salut Ariel, comment ça va? Ça va top et toi? Super, est-ce que tu es bien installé? Je suis parfaitement installé, merci de me recevoir chez toi. Chez moi, dans mon salon. Trop bien. Et ça fait quoi de passer de l'autre côté de la caméra? Parce que c'est vrai qu'avec ton business Augmente, c'est toi qui interviews les entrepreneurs souvent qui sont les formateurs chez Augmente, on en parlera après. Ça fait quoi de passer de l'autre côté? J'aime beaucoup en fait. J'ai appris, la production c'est devenu en quelque sorte mon métier. Les caméras, les tournages, les plateaux. Donc j'aime beaucoup, peu importe le côté de la caméra, mais c'est sûr que c'est devenu une part de mon identité alors qu'il y a 3-4 ans, j'avais jamais fait ça de ma vie. C'est vrai que tu t'es associé avec ton meilleur ami? C'est ton meilleur ami d'enfance ou... Ouais, c'est mon meilleur ami d'enfance, on a grandi ensemble à Bruxelles. Nos grands-mères étaient très amies, donc on se connaissait pratiquement depuis avant notre naissance, on peut Je dire. m'étais noté ça, vos grands-mères étaient amies. Ouais. Ça, c'est drôle. Ouais. On a grandi ensemble, c'est presque la famille. C'est presque la famille. Ensuite, on a tout fait ensemble parce qu'on est parti faire nos études en Angleterre, à King's, ensemble. On est arrivé en France pour faire HEC ensemble. Donc, on a vraiment fait tout le parcours. On a le même groupe d'amis et on a grandi ensemble. Je connais sa famille depuis tout petit. Lui, pareil. Genre limite le week-end, vous faites des réunions familiales et vous échangez un peu du business. Du coup, les parents vous questionnent aussi sur le business. Ça donne ça, en gros, les mélanges le week-end. C'est surtout, par exemple, avec les groupes d'amis où c'est marrant parce qu'en fait, Roy, moi, je passe ma journée avec lui. Je le vois plus que ma copine. Et donc, parfois, le soir, on va rejoindre des amis au resto et donc on quitte le bureau ensemble et puis on se retrouve dans un setup qui est un setup d'amis où en fait, c'est marrant parce que généralement, dans les dîners d'amis, chacun à son tour raconte un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Et sauf que nous, c'est tout le temps la même chose. Et donc, c'est une fois que l'un a parlé, l'autre a plus grand-chose à dire. C'est fou parce que quand j'étais jeune, je me disais que ça voulait rien dire de s'associer avec des amis ou avec la famille. C'est que quand on est jeune, on nous répète souvent ne t'associe jamais avec des amis ou avec la famille. Et au début, moi, je m'en foutais un peu et mon expérience personnelle m'a montré qu'aujourd'hui, je le referais, mais genre pas du tout. Donc toi, tu l'as fait ou tu l'as pas fait finalement? Alors, je l'ai fait. Ouais. Ça s'est très mal passé et aussi, j'ai vu des cas autour de moi qui fait que j'ai le sentiment que l'association, que ce soit amitié, peut-être plus ami que famille, finalement, c'est un peu dangereux dans le sens où moi, je me rappelle pendant mon expérience personnelle, notre amitié a basculé vers du pro. C'est-à-dire que le soir, on s'appelait pour savoir si en gros, on avait bien, je sais pas, reçu les produits ou payé la facture, plutôt que de parler comme des amis de la vie personnelle. Et je trouve que l'amitié est forcément entachée. Tu peux pas dire qu'elle n'évolue pas un minimum dans le sens où quand le pro et le perso se mélangent, ça fait forcément évoluer la relation, tu vois. 100%. Et il y a 2 écoles. Il y a une école qui dit ne travaille jamais avec tes amis ou ta famille. Et il y a une autre école qui dit tu vas passer tellement de temps à créer ce projet, à monter ce business,
autant le faire avec quelqu'un en qui tu as 100% confiance, parce que là, on a tous les deux la carte du même compte en banque, qui est le compte en banque de la boîte, et avec qui tu peux t'amuser. Je pense que ça dépend vraiment de qui avec qui tu t'associes et sur quel type de projet. Du moment qu'au départ, il y a cette discussion, et on l'a eu, où on s'est assis, on s'est dit, OK, on va commencer à travailler ensemble. On sait qu'on met potentiellement notre relation en péril. On décide pour autant de le faire. Okay. Et donc, tu acceptes les inconvénients qui vont avec, parce que c'est sûr, par exemple, ma copine me dit toujours « Ah, mais on voit plus Roy et Solène, Roy et sa copine. » Je dis « Mais moi, je le vois toute la journée. C'est sûr que le soir, j'ai pas forcément envie d'aller me faire une bouffe avec lui. J'ai envie d'aller voir d'autres personnes. » C'est normal. Tu perds quelque chose, t'en gagnes d'autres. Parce qu'on a vécu des trucs ensemble qui sont tellement forts que j'ai vécu avec personne d'autre. Les débuts de la boîte, les moments difficiles, etc. Et donc ça, les partager avec quelqu'un que tu connais depuis toujours et qui est fondamentalement un ami, c'est quand même important. Après, bon, globalement, quand ça se passe bien, c'est plus facile, mais c'est aussi dans la difficulté ou peut-être potentiellement dans l'échec où ça peut vraiment tendre les relations. Et puis aussi dans l'association, aussi, j'ai remarqué un autre phénomène qui n'a rien à voir avec l'amitié ou quoi, c'est que quand tu t'associes à deux, tu as toujours l'impression potentiellement... Enfin, il y en a toujours un qui a l'impression d'être meilleur que l'autre. Tu as toujours ce sentiment aussi humain de dire que tu bosses plus ou mieux que l'autre. J'ai l'impression que c'est des sentiments qui émergent dans les associations. Et d'ailleurs, la première cause de faillite des entreprises dans le monde, je crois, c'est l'association, la mauvaise association. Et donc, du coup, vous avez pris pas mal de risques. 100%. Et d'ailleurs, moi, je ne le ferai pas, en tout cas, personnellement, et je n'encourage pas les gens à le faire. Faut avoir un niveau de maturité et d'intelligence aussi, et de sagesse, je pense, au-dessus de la moyenne pour pouvoir le faire. Alors, c'est intéressant parce que ce que tu dis sur les causes d'échec de l'entrepreneuriat, on pense souvent au manque de product market fit, au marché, aux produits, peu importe. Il faut le répéter parce que c'est hyper important. Une mauvaise association ou une dispute entre associés est la cause numéro 1 d'échec des startups. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que là, je vais souvent faire des catch-up avec nos investisseurs, on va se prendre des cafés. Première question à chaque fois, comment ça va avec Roy ? C'est pas comment va le business, c'est quoi les chiffres, comment ça va avec Roy ? Et ils ont raison parce que à un moment, j'ai demandé à un investisseur pourquoi il me demandait ça. Il me dit c'est très simple, j'ai investi dans 80 startups, j'ai 80 startups en portefeuille. Il y en a 13 qui ont mis la clé sous la porte parce que dispute entre associés. C'est énorme. Donc, il faut être conscient de ça. Après, pour moi, une relation entre associés, c'est comme une relation de couple où en fait, il y a quelque chose qui est au-dessus de toi, qui est l'entreprise. Et donc, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On se bat tous pour l'entreprise. Et peut-être c'est ça dont tu parlais quand tu disais la maturité. Mais au final, c'est pas un concours de qui travaille le plus, c'est un concours de nous ensemble, comment on fait la meilleure entreprise. Moi, en tout cas, je ne le recommande pas parce que je pense que statistiquement, il vaut mieux choisir un partenaire. Or, c'est mon avis. Ah, moi, statistiquement, je pense que si tu prends le nombre de gens qui ont lancé des boîtes entre amis, je pense que tu as plus de la moitié, je pense. Enfin, il n'y a pas de stats et d'études, mais c'est instinctif ou qui ont pu entacher les relations. Alors moi, je fais le conseil inverse. Okay, on commence le podcast en désaccord. Non, c'est marrant. Parce que moi, je fais le conseil inverse. Ne vous associez pas avec quelqu'un, soit que vous ne connaissez pas extrêmement bien, soit avec qui vous n'avez jamais travaillé. Parce qu'il y a tellement de points de friction potentiels et il y a tellement de zones d'ombre, de moments qui ne sont pas forcément glorieux dans une aventure entrepreneuriale, que tu ne peux pas vraiment prévoir, sans l'avoir vraiment déjà vécu avec quelqu'un, comment cette personne va réagir dans telle ou telle situation. Et donc, moi, alors c'est marrant parce qu'on me dit souvent, mais t'es pas fou de t'être associé avec quelqu'un que tu connais si bien, mais vous êtes fou de vous associer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, c'est ma perspective. Je voudrais citer ton associé, il a dit une phrase dans un podcast qui m'a beaucoup plu. Donc Roy, on lui fait un petit clin d'œil aujourd'hui s'il regarde l'épisode. Il a dit, il y a des gens qui travaillent pour partir en vacances et ceux qui partent en vacances pour mieux travailler. Et ça a grave résonné dans ma tête. Quand il a dit cette phrase, je me suis dit, putain, genre, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une phrase qui me parle autant. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je me suis beaucoup reconnu là-dedans. Et j'aimais bien l'idée que... Alors je me demandais, parce qu'il dit, nous on veut recruter des gens qui ont ce mindset. Mais moi je me suis dit, ce mindset-là, est-ce qu'il n'est pas que entrepreneurial ? Est-ce qu'on peut avoir des collaborateurs qui ont ce mindset ou pas ? Je pense que le mindset entrepreneurial n'est pas unique et propre aux entrepreneurs et qu'il y a des gens qui rejoignent des startups
aussi jeunes que ce que nous, on l'a été à une époque. C'est des gens qui vibrent pour l'aventure entrepreneuriale, qui font partie de la boîte et qui s'y reconnaissent, qui s'y associent et qui en font comme un entrepreneur. Toi, ta boîte, je suis sûr, c'est ton identité. D'ailleurs, tu as le t-shirt aujourd'hui. Moi, je porte sans arrêt la casquette Augment, le t-shirt Augment, le pull Augment. Ça fait partie de ton identité. Et les gens qui rejoignent ton entreprise au tout début, ils ont cet esprit entrepreneurial et ils vibrent de la même manière. Moi, j'ai vraiment l'impression que les premières personnes qui ont rejoint Augment, qui sont toujours aujourd'hui chez nous, d'ailleurs, on les a pris au resto pour leurs 3 ans, les 2 premiers, Joe et Théo. Ils vivent l'aventure Augment comme nous, les hauts et les bas, ils ont tout vécu, ils savourent autant que nous, ils souffrent autant que nous. Et donc, c'est sûr que dans ma tête, il y a une différence entre entrepreneur, donc c'est-à-dire tu as monté ta boîte, et avoir l'esprit entrepreneurial que tu peux avoir dans n'importe quelle entreprise. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des skills les plus importants à avoir aujourd'hui, c'est un esprit entrepreneurial, peu importe si tu travailles à ton compte ou pour quelqu'un. En tout cas, moi, j'aime bien ce conseil-là. Enfin, tu regardes autour de toi. Faites l'exercice, ceux qui nous écoutent. Vous regardez autour de vous, vous regardez ceux qui travaillent pour partir en vacances et ceux qui partent en vacances pour mieux travailler. Et je trouve que, en fait, c'est assez factuel, ça se voit très vite, quoi. Moi, je pense, tu me dis n'importe qui de mon entourage comme ça, tout de suite, je peux savoir dans quelle catégorie il est. Donc, j'aime bien les phrases qui permettent de déterminer assez vite le mindset. Et effectivement, je pense qu'il y a un mindset qui marche mieux qu'un autre pour développer des projets à grande envergure. Ah, ben, il n'y a pas le choix. Il n'y a juste pas le choix parce que c'est dur et donc il faut vivre la boîte à un niveau d'intensité qui est très élevé. Sinon, tu ne mets pas les choses de ton côté et ça ne va juste pas marcher. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de vacances. Et c'est ça que j'aime bien dans la phrase de Roy. Parce qu'il y a souvent les gourous américains qui vont te dire ne prends jamais de vacances et je travaille 7 jours sur 7, etc. C'est pas ça qu'il dit non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer sa vie en vacances. Il ne faut pas travailler 7 jours sur 7, 365 jours à l'année. Mais il faut réussir à trouver cet équilibre où les vacances te ressourcent pour te permettre de mieux travailler. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, des nouvelles technologies, des solutions comme Augment, on va en parler après, est-ce que ça compte toujours autant de faire des études qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans ? On voit de plus en plus de gens qui se forment. Il y a eu la vague YouTube où les gens s'instruisaient beaucoup sur YouTube. Maintenant, il y a l'IA. Et je me disais, est-ce que tu penses que les études comptent toujours autant aujourd'hui, en 2026, qu'il y a 10 ans ? Moi, je pense pas du tout. Toi, t'en penses quoi ? Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à une statistique parce que j'ai reçu beaucoup de VC ici et en fait, ils te disent que le système est bien fait parce que les entrepreneurs qui font les grandes écoles, notamment le système était bien fait parce que, par exemple, il va faire émerger les cerveaux avec des institutions comme, par exemple, Polytechnique, qui vont réussir à réunir les gens qui disent, eux, les plus intelligents. C'est eux qui lancent des boîtes ensuite et donc, du coup, les VC les spotent assez vite. Mais moi, j'avais un contre-exemple de gens d'autodidactes. Je pense, au fondateur de McDonald's, le fondateur d'Alibaba. Enfin, il y a plein aussi d'autodidactes. Et du coup, j'étais partagé. Mais c'est vrai que Pierre Entremont de First, notamment, m'a dit « Oui, d'accord, tu as raison. Mais statistiquement, si tu regardes, par exemple, le nombre d'entrepreneurs qui ont fait de grandes études versus ceux qui n'en ont pas fait, tu as un pourcentage de réussite qui est plus élevé dans ceux qui ont fait des grandes études. » Et donc, du coup, je me suis dit « Ouais, ok, peut-être que statistiquement, c'est vrai. » Mais ça n'implique pas le fait que les études soient corrélées à ta réussite. Alors, il y a plusieurs éléments dans cette discussion. Déjà, de 1, dans nos pays, il y a plus de 50% des gens qui font des études. De 2, on est aussi dans un monde où l'entrepreneuriat, c'est, il faut le dire, un jeu de privilégiés. Et donc, il y a d'un côté ce que tu peux apprendre en faisant les études, de l'autre côté, il y a le réseau que ça peut te donner. Et ça, pour le coup, je nie pas du tout que c'est une opportunité unique des études et surtout les grandes études de créer un réseau qui va t'accompagner pour la vie parce qu'au final, c'est pas un réseau, c'est tes amis. Puis en plus, le réseau, c'est aussi des gens qui vont faire carrière. Donc, ils sont dans les plus grandes institutions. D'ailleurs, souvent, on le voit, même des gens de chez Polytechnique qui montent une boîte, en fait, qui appellent leurs amis de Polytechnique qui sont dans les plus grandes institutions. Et du coup, se signent des contrats. Et puis, je sais pas, ces espèces de réseaux, on le voit bien dans l'IA aux États-Unis, là où tout le monde se travaille entre eux. C'est une réalité, quoi, économique. C'est une réalité. Comme les réseaux professionnels aussi, qui pour moi sont encore beaucoup plus puissants que les réseaux universitaires. Mais ce qu'il faut regarder, c'est si on dézoome, vers où va l'histoire ? On va vers un monde qui était
basé sur l'accréditation, basé sur le papier, ce qu'il y avait marqué sur ton diplôme, à un monde où en fait les choses évoluent si vite que c'est de moins en moins pertinent et que ce qui importe, c'est ce que tu sais faire réellement. Est-ce que c'est un changement qui est homogène à travers toutes les industries de la même manière partout ? Non. Est-ce que c'est vers là que va l'histoire ? Oui, je pense que déjà de 1, ce qui s'est passé ces 20 dernières années avec Internet, les MOOC, c'est 2005, c'est tellement petit, Udemy, Coursera, c'est 2009, 2010, c'est tellement, tellement jeune. Et de 2, ce qui se passe maintenant avec l'IA, en fait, c'est encore un coup au-dessus. En fait, moi, par exemple, j'ai fait des études d'histoire, qui étaient des études qui étaient principalement basées sur la rédaction. À quel point est-ce que c'est encore pertinent de savoir s'asseoir sur une chaise, écrire des essais pendant 5 heures, etc., à l'heure de l'IA. C'est un bon exemple, l'histoire. Je voudrais juste revenir là-dessus, parce que pour le coup, l'histoire, alors là, sur Internet ou sur YouTube, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tes études en histoire, en gros, tu aurais pu avoir le même niveau de savoir Je prends YouTube en exemple, parce que c'est vrai qu'en histoire, pour le coup, j'ai l'impression que si tu te fais tout YouTube sur des sujets d'histoire, tu peux tout savoir, quoi. Bien sûr, je regrette. J'aurais pas dû étudier l'histoire. J'aurais dû étudier sans doute soit une science dure, physique, chimie, maths, soit quelque chose de très très artistique pour développer une partie de ma créativité, musicologie, quelque chose comme ça. Mais l'entre-deux, histoire, à refaire, je le ferai pas. C'est fou ça. Ouais. Clairement, Et pourtant, l'école, moi je dis toujours l'école, au-delà des connaissances et les études, c'est le fait d'avoir un rythme, d'avoir des contraintes. Et je pense que la contrainte, c'est con, mais les études, ça te demande de, par exemple, te lever tous les jours à la même heure, aller travailler, revenir. Et du coup, je trouve que ça permet à ceux qui manquent d'autodiscipline, ça permet de mettre un cadre qui peut aider, je trouve, dans le développement. Mais le travail aussi. Tu travailles, tu te réveilles tous les matins. Pour moi, en fait, ce que j'aime pas avec les études, c'est que c'était pas basé sur du réel. Tu fais des bon, moi, je faisais des essais, mais qui n'avaient pas de finalité. Et à un moment, j'en avais juste marre. J'écrivais des trucs que personne n'allait voir, lire. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu vois, j'ai eu 2 gamins de 17 ans qui sont de mon école à Bruxelles. J'ai fait une petite intervention là-bas l'année dernière et puis ils m'ont envoyé des messages. C'était pendant leurs vacances là, de carnaval. Ils ont passé 2 semaines chez nous. Pendant leurs vacances, ils se sont dit, nous, on part pas en vacances, on veut voir ce que c'est la start-up à 17 ans. C'était très, très marrant de voir la manière leur manière de voir le monde, parce qu'eux, ils ont directement passé la phase grandes études. Le lendemain, ils étaient déjà de retour à l'école. Et c'est vraiment ça qu'ils disaient. Ils disaient, OK, là, on travaille sur des projets qui ont un impact pour des gens, que ce soit pour tes clients, que ce soit pour d'autres personnes de l'équipe. Et moi, je trouve que c'est ça qui est fondamentalement problématique dans les études. Quand je faisais des essais en histoire, ça n'avait aucun impact. La personne qui allait le lire lisait juste pour me juger ou me donner une note, mais j'avais pas d'impact sur le monde. C'était fake. Et c'est ça qui est problématique. Et un autre point sur lequel j'ai envie d'insister, aujourd'hui, moi, dans ma boîte, je sais pas comment toi tu gères ça, mais j'ai des gamins, j'ai des mecs de 19-20 ans qui sont exceptionnels, qui n'ont pas fait d'études. J'ai peut-être sans doute une des meilleures personnes que j'ai jamais recrutées. Il s'appelle Paul, c'est un Allemand. Je l'ai trouvé à 17 ans sur Twitter. Juste, il écrivait des choses qui étaient hyper intelligentes, hyper matures sur l'industrie dans laquelle on est. Je l'ai fait venir à Paris. Il a travaillé avec moi pendant 2 ans. Il est parti. Il a été aux US. Il est seul. Il n'est pas technique. Il n'a jamais fait d'études. Il a levé un pré-seed de 15 millions avec Benchmark. Parce qu'il est fondamentalement exceptionnel, parce qu'il est autodidacte, parce qu'il a une capacité d'apprentissage. Et quand je vois ces trajectoires et comment, en fait, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, tu peux te faire remarquer, rejoindre des startups dans d'autres pays, partir aux US, faire tout ça, lever 15 millions avec Benchmark, qui sont parmi les plus grands investisseurs de la Silicon Valley. Et le mec, il a 20 ans. Aujourd'hui, c'est juste des trajectoires extraordinaires. Et jamais je lui dirais d'aller faire des études. Si tu as des enfants, un jour, je ne sais pas si tu en as d'ailleurs. Non. Si tu as des enfants un jour, est-ce que tu les pousserais à faire des études
pour devenir entrepreneur ou pas? Enfin, pour toi, aujourd'hui, en gros, c'est quoi le meilleur moyen de faire l'entrepreneuriat? C'est de faire des études ou non? Pour la vie sociale, oui, absolument faire des études. Parce que aussi, pendant quelques années, ça donne un alibi qui te permet de tester plein de petits projets et de te louper. Ce que moi, j'ai fait bien assez pendant mes études, c'est essayer de lancer des trucs et des trucs qui, au final, ne marchent pas, mais qui t'apprennent des choses et, au final, te mènent à quelque chose. Après, si j'ai un fils ou une fille qui a le même potentiel que ce Paul en question et qui a l'opportunité d'avoir une trajectoire comme Paul, est-ce que je lui souhaite évidemment bien plus ça que d'aller faire des études. Ouais, ça c'est sûr. Tu penses quoi du système éducatif français? Je me suis noté une citation de Einstein. Nous passons 15 ans à l'école et pas une fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Et j'aime bien cette phrase parce que c'est vrai que moi, à l'école, tu as l'impression parfois de faire des matières qui ne te serviront jamais à rien, alors que des bases, par exemple, un truc dans l'entrepreneuriat, par exemple, savoir prendre la parole en public, savoir s'exprimer. Je trouve que le système éducatif en France est vraiment pourri pour moi dans ce sens-là. Moi, je me rappelle où, en gros, les profs, limite, ils essaient de chercher celui qui ne connaît pas sa leçon pour l'emmener au tableau. Et en gros, que tu n'aies plus jamais envie de prendre la parole en public parce qu'en gros, on t'a mis devant tout le monde où tu ne savais pas la leçon. Et j'ai l'impression que dans d'autres pays, c'est pas toujours comme ça. Puis il y a des nouvelles formations aussi qui existent comme Montessori, c'est ça? Ouais, Montessori. Ouais, Montessori, où on te renforce tes compétences. Enfin, voilà, tu penses quoi du système éducatif français? Genre, je suis pas français. J'ai pas grandi. C'est différent en Belgique, non? Dur à dire en fait, parce que je peux pas vraiment comparer. Et j'aime pas non plus mettre le blâme sur un système ou sur des gens. Je préfère le mettre sur moi-même. Où aujourd'hui, quand je regarde le passé, je me dis ah putain, qu'est-ce que je donnerais pour avoir 17 ans et avoir quelqu'un qui m'explique les maths et avoir le temps de regarder des vidéos YouTube, de me renseigner par moi-même. Alors à l'époque, je trouvais ça barbant, je le faisais pas. Et si je pouvais juste apprendre tout par cœur, comme ça je passais les examens sans problème, j'étais très content de le faire. Aujourd'hui, je me dis, mais avec un peu plus de maturité, c'était une opportunité exceptionnelle que tu réalises évidemment pas quand tu as 16, 17, 18 ans, de se dire, ok, tu vas avoir du temps pour mettre ton cerveau à des problèmes qui sont compliqués, à des matières que tu connais pas, et peu importe en fait où ça mène. Il y a aussi une question de comment est-ce qu'on fait en sorte que les jeunes soient assez matures ou aient assez envie d'apprendre les choses qu'on leur enseigne. Tu disais dans un podcast, plus on encourage les gens à l'entrepreneuriat, plus on va créer des gens qui s'épanouissent dans la société. J'ai trouvé que cette phrase, elle était forte dans le sens où on avait l'impression qu'il fallait devenir entrepreneur pour s'épanouir dans la société. Alors je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, qui créent pas de projet, qui sont, tu vois, salariés dans des boîtes ou j'en sais rien, qui peuvent aussi s'épanouir. J'avais trouvé la phrase un peu choc. Je l'ai peut-être sorti du contexte. Enfin voilà, est-ce que tu penses toujours ça? Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je pense pas du tout que tout le monde doit être entrepreneur. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient plus épanouies dans leur vie et qui auraient une vie qui serait plus remplie de sens si ils étaient entrepreneurs. Et ça ne veut pas forcément dire monter leur boîte. Ça veut peut-être dire aussi avoir un projet sur le côté. Ça veut peut-être dire aussi monter un projet au sein d'une entreprise. Mais il y a quelque chose de quand même fondamentalement jouissif à travailler sur quelque chose qui est à toi, dans lequel tu sens vraiment que tu peux avoir un impact, que tu peux mener, qui te fait réfléchir. Et en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe? Une bonne question pour comprendre ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu prends ta douche? À quoi tu penses? Et voilà, si pouvoir être dans ta douche et rêver à un projet, à dire ah mais en fait, si je faisais ça, c'est un bonheur. C'est une forme d'épanouissement. Donc c'est pas devenir entrepreneur, c'est avoir des projets pour toi. C'est plus ça, avoir des projets. Ça peut être un projet annexe de son travail. 100%. Mais c'est pas forcément de l'entrepreneuriat et tu quittes tout entrepreneur. Ça peut être un projet associatif à côté qui va t'animer. Et qui pour moi, tu veux avoir des projets. Exactement. Et qui sont des projets entrepreneuriaux. Peu importe si c'est pour faire de l'argent, pour pas faire de l'argent, entre guillemets, peu importe. Mais être dans l'acte de création et avoir, comme disent les Américains, skin in the game. Pouvoir sortir quelque chose et dire ok, ça c'est moi, c'est moi qui l'ai fait. On parlait tout à l'heure, toi ta boîte, ben, tu arbores le logo, t'es fier, c'est ta création, tu l'as fait, ça te représente, c'est ton identité. Et ben pareil,
Et ça peut être un projet, ça peut être une page Insta, ça peut être tout et n'importe quoi. On va parler d'Augmente maintenant, la société que tu développes aujourd'hui. Donc c'est une société qui, tu me dis si je me trompe, mais en gros qui te permet de faire un MBA à distance grâce à des vidéos qui sont tournées par des gens qui peuvent inspirer. Tu as notamment eu le fondateur de Shazam, c'est le premier, on va en reparler parce que du coup c'est grâce à lui que tu as eu les autres. Je crois que tu as eu cofondateur de YouTube, parce qu'ils sont plusieurs, non, cofondateurs, ouais. Steve Chan et Chad Hurley, moi j'ai eu Steve. Tu as eu le Head of Sales de OpenAI. Ouais. Ça c'est fou ça. Zach Cass. Qui t'a eu d'autres un peu comme ça? Et donc quand on s'inscrit sur Augmente, on se fait former par ces gens-là, quoi. Exactement. L'idée et la vision, c'est très simple. À la base, c'était de dire on crée les meilleurs cours de business du monde. Il y a plein de formations business sur Internet. Ok, c'est quoi la Tesla? C'est quoi la Rolls-Royce du cours de business? C'est très simple. C'est des cours de business d'hyper bonne qualité, enseignés par les personnes les plus pertinentes et crédibles dans leur domaine pour le faire, c'est-à-dire les fondateurs des boîtes que toi et moi, on connaît, on utilise dans la vie de tous les jours. On a fondateur de YouTube, fondateur de Shazam, fondateur de Siri, fondateur de Waze, fondateur de Wikipédia, fondateur de Eventbrite. Et on a des top exécutifs aussi qui sont, comme tu disais, Zach Cass d'OpenAI. On a filmé par exemple, un cours de brand marketing avec le CMO de Nike. Un cours de recrutement avec le DRH de LinkedIn. Trop bien. Donc, on a chaque fois identifié un sujet business et créé un cours avec la personne qui est la plus pertinente et pour inspirer et pour enseigner ses leçons au plus grand nombre. Tu dis que l'expérience vaut plus que le diplôme. Ouais. C'est pour ça que tu veux prendre des gens qui ont une grosse expérience dans un domaine, parce que ça vaudra toujours mieux qu'un cours théorique à l'école, quoi. Mais moi, c'est ça qui me rendait fou en fait à l'école. C'est que, surtout ensuite, je suis rentré à HEC. On pourra en parler. J'ai pas été accepté au master d'entrepreneuriat, à la spécialisation entrepreneuriat. On pourra en parler parce que c'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Mais dans tout ce système-là, nos professeurs n'étaient pas des entrepreneurs. C'était des doctorants, c'était des personnes qui faisaient de la recherche. Mais je trouvais que le décalage entre les professeurs d'école de commerce, HEC ou autres, c'est pas du tout une exception, et la qualité de ce que tu pouvais trouver gratuitement en lisant des livres, en allant sur YouTube, en écoutant des podcasts, le delta était absolument fou. Et donc, l'idée simple qui émane de ça, c'est très bien, alors comment on fait pour avoir des cours de ces gens-là? Et c'est Augmente. Et du coup, on a un diplôme quand on finit la formation Augmente? On a un certificat qu'on peut partager sur LinkedIn, qui n'est pas un diplôme accrédité. D'ailleurs, c'est un diplôme d'État, quoi. C'est pas un diplôme d'État. Et d'ailleurs, en France, quand tu es une université, que tu remets un diplôme, tu as des accréditations à avoir spécifiques. Exactement. Et du coup, vous n'êtes pas établissement Non, donc on n'a pas d'accréditation. Ça, vous pourriez l'obtenir ou vous en foutez en fait? On pourrait l'obtenir. D'ailleurs, on a essayé de l'obtenir en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et très honnêtement, on a parlé à plein d'organisations qui te permettent d'avoir différents types de diplômes. Plus tu creuses, plus tu perds foi dans le système. Okay. Parce que tu te rends compte qu'en fait, ils s'en foutent fondamentalement de la qualité de ce que tu enseignes. Il y a juste, les règles les plus strictes sont en termes de quantité de contenu, pas de qualité de contenu. C'est-à-dire que pour rendre mon MBA en ligne accrédité et avoir une vraie accréditation MBA, il faudrait que je rajoute plus ou moins entre 1500 et 2500 heures de contenu. Pourquoi c'est combien d'heures là une formation par exemple Au total, c'est entre 100 et 150 heures. 100 et 150 heures, et à chaque fois c'est qu'avec par exemple, que le cofondateur de YouTube sur une formation? Non, ou ça c'est c'est un mélange le total. de plusieurs? Ça c'est le total. Ça c'est si tu fais le total et si tu prends toutes les formations. Après, nous on traite les gens comme des adultes. S'ils veulent en prendre une ou commencer où ils veulent. Et c'est pas le même prix si j'en prends qu'une au lieu de toutes? Aujourd'hui, c'est toujours le même prix. Ok, donc c'est pour tout prendre. Et après, ils se débrouillent. Et après, ils se débrouillent. Combien ça coûte pour du coup passer le MBA Augmente? Ça coûte $2400. $2400. Donc là, en euros, ça fait un peu moins, du coup, ça doit faire Exactement. Mais alors, c'est marrant parce qu'on pourra en reparler aussi, on ne vend pratiquement que aux États-Unis. Ok. Ah, vous vendez pas ailleurs dans le monde parce que c'est des formations en anglais? Exactement. Mais du coup, tu vois, tu peux l'acheter aussi en France. On va dire c'est 60-70% États-Unis. Ensuite, c'est les autres pays, c'est 5-6%. On a beaucoup les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats. On a l'Angleterre, on a l'Australie, on a le Canada, on a un peu l'Europe, on a ouvert le Mexique et le Brésil récemment.
Mais disons que le cœur, ça reste les États-Unis. Attends, ça me fait penser, là YouTube a sorti une fonctionnalité où en gros grâce à l'IA tu peux avoir une doublure où tu vois pas la différence. Vous pourrez grave avoir la fonctionnalité pour que les formations soient traduites instantanément en, je sais pas, en espagnol, français, toutes les langues, et au moins vous, en un clic vous mettre dans le monde entier. Ça va arriver. Pour le moment, on n'est que en anglais. La langue du business à l'international, c'est l'anglais. Tout est en anglais. Et donc, nous, on n'a fait que de l'anglais. Après, si en un clic, tu peux être dans 150 langues et que la personne, selon sa langue, vient. Bien sûr. Ça serait peut-être potentiellement. C'est drôle, comment tu as eu ces personnalités-là? Parce que je me suis dit, je sais pas si tu connais l'anecdote du dîner où, en gros, tu vas voir Mark Zuckerberg, en gros, et tu dis il y a Jeff Bezos et Elon Musk au dîner. Ensuite, tu vas voir Jeff Bezos et tu lui dis il y a Elon Musk et Mark Zuckerberg au dîner. Puis ensuite, tu vas voir Mark Zuckerberg et tu lui dis tu vas voir Elon Musk, pardon, et tu lui dis Mark Zuckerberg et Elon Musk, et à la fin, les trois se retrouvent au dîner parce que tu as dit qu'il y avait les autres. Est-ce que tu as fait comme ça? Parce que le premier que tu as eu, c'est le fondateur de Shazam. Mais je me suis dit, pour avoir des gens qui acceptent de donner des formations, voilà, comment tu les as eu au début? Est-ce que tu t'es servi de cette petite triche, ce hack de réseautage? Alors, j'utilise ce hack, mais en étant très correct. Aujourd'hui, on a fait 22 formations au total. C'est beaucoup plus facile pour nous d'attirer. Je dis, écoutez, il y a le fondateur de YouTube, de Shazam, de Wikipédia, le CMO de Nike. Est-ce qu'on pourrait créer un cours ensemble? C'est totalement différent. D'ailleurs, c'est le premier, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, on a certains qui viennent chez nous aujourd'hui et des personnalités qui sont très, très influentes. Donc, c'est top. Et ça te coûte combien de les avoir? Parce que, par exemple, le cofondateur de YouTube, il est, je pense, milliardaire. Ouais. Du coup, en plus, il habite pas en France. Non. Je crois que vous tournez en France. Ouais. Donc, comment le cofondateur de YouTube, tu le ramènes en France? Enfin, je pense que parce qu'il y a des gens comme ça, enfin, ils pourraient être payés peut-être 100 000 € la conférence. Enfin. Ah, beaucoup plus. Quand tu es milliardaire, qu'est-ce que c'est 100 000 €? Oui, mais voilà, c'est pour montrer un peu le niveau de richesse. Voilà, comment tu les ramènes en France. Et pour info, on paye pas 100 000 €. On n'a jamais payé 100 000 € pour un instructeur. Et vous payez combien Alors, les premiers, c'était Chris, le fondateur de Shazam. Au départ, tu vois, on vient de Belgique, on était basé à Paris, on a aucun réseau dans la Silicon Valley. On a juste bombardé de cold email jusqu'au jour où le fondateur de Shazam nous répond, Chris, un jour, il nous dit, on se réveille, et on a cet email où il dit, OK, ça a l'air intéressant votre projet, venez, on se fait un dîner. Pas de problème, et donc on va à San Francisco, on fait le dîner avec lui, et à la fin du dîner, on se serre la pince, et OK, il accepte d'être le premier. C'est drôle ça, parce qu'attends, il vous a dit venez à San Francisco? Ouais, il a dit venez, on fait un dîner. Lui, il savait pas du tout. Il savait pas où vous étiez. Non, il savait pas du tout. Et du coup, vous avez pris l'avion pour y aller, sûr. mais sans le. Ça veut dire que vous auriez pu payer tout ce voyage-là sans l'avoir. Bien sûr, mais ça, c'est un truc, les Américains disent ça toujours, ils ont 100% raison. Genre, get on a plane. Monte dans l'avion. Dès que tu as un rendez-vous important, tu prends le train, tu prends la voiture, tu prends l'avion, peu importe, mais tu vas rencontrer la personne. Moi, encore très récemment, c'est une technique que j'utilise tout le temps. Par exemple, il y avait quelqu'un que je voulais absolument rencontrer. Pour des raisons business, je voulais absolument le rencontrer. Il habite à Los Angeles. Je lui ai envoyé 6 emails. Il ne m'avait jamais répondu. Je lui ai juste envoyé un email disant « Ah, je suis à Los Angeles, on se prend un café vendredi pro. » Je lui ai dit « Je suis là quelques jours, on se prend un café vendredi pro. » Pas de problème, 15 heures. Comment ça vous a coûté le voyage pour aller rencontrer le fondateur de Shazam au début? Parce que vous étiez deux. Ouais. Parce que 2 billets. Avec French Bee au fin fond de la classe économie près des toilettes. Okay. Au final ça allait. Puis on dormait dans la même chambre, on s'en foutait. Et on avait déjà levé des sous. Comment vous avez levé à la première levée? On avait levé 2 millions en précide. Okay. Et donc du coup, vous êtes allé le rencontrer et vous avez donc dîné avec lui? On a dîné avec lui, c'était extraordinaire. Si vous avez dû stresser, vous avez dit putain, on a fait tout ça. Si le dîner se passe mal et qu'on le ramène pas en France pour tourner, bien sûr. On va essayer d'organiser d'autres rendez-vous en mode on est à San Francisco, essayer de rencontrer plus de monde. Mais bien sûr. Vous avez rencontré d'autres personnes à San Francisco à ce moment-là? On a rencontré d'autres personnes, mais pas du tout de ce calibre-là. Et ce qui est sûr, c'est que en fait, tu réfléchis pas trop à qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal.
t'es juste dans l'excitation. Tu sais que tu vas rencontrer le En fait, fondateur truc, de c'est que, Shazam. mais ton business repose sur les personnalités. Parce qu'en fait, si Augment, c'est pas des personnalités inspirantes ou qui ont eu des grosses expériences, vu que pour toi, l'expérience précède le diplôme, en gros, ton business model, d'une certaine manière, il est un peu mort. 100%. Donc il y a une pression, parce que si tu n'arrives pas à avoir ces gens-là, T'as tu une te pression, retrouves mais avec des gens je moins trouve que- tier one, on va dire. Alors, je suis 100% d'accord. Il y a une pression, mais on avait tellement d'optimisme, de foi dans ce qu'on faisait que au début, c'était vraiment de l'excitation plus que de la pression. Pour moi, la pression dans le business, elle est arrivée au moment où on a commencé à parler chiffres. Au moment où on a commencé à vendre le programme, à générer du revenu. Là, là, tu commences à avoir de la vraie pression. Parce que tu as quelque chose à mesurer. Mais au début, toute cette période avant, c'était les 6 premiers mois du business, c'était un petit peu une période dorée, une période bénie où au final, tant que tu n'as pas de chiffres dans ton business, tout est possible, Bien sûr. tu rêves. Et donc, oui, il y a de la pression, mais tu la ressens pas. Est-ce que tu as fait la technique alors au dîner en disant au fondateur de Shazam que tu avais le cofondateur de YouTube, tu avais Mark Zuckerberg ou pas? Non, pas du tout, mais Parce que ça, c'est une technique qui aurait pu bien marcher. Pour convertir, on dit que ça aide ça. tu dis que Ça, c'est tu dis que depuis tu es en toujours, discussion. Tu dis que tu es en discussion. Ah donc tu Mais- l'as fait un petit peu. Ouais, mais au final aussi, tu vois, moi j'adore ce framework business qui dit comment est-ce que tu peux comment est-ce que tu peux tourner ton désavantage en une force. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début. Tu disais par exemple le fondateur de YouTube, comment tu acceptes de le faire venir à Paris. Au départ, c'est ce que tous nos investisseurs nous disaient. Ah, ben vous allez forcément devoir aller tourner aux US parce que ces mecs-là aux US, ils vont jamais vouloir venir à Paris. Ok, mais qu'est-ce qui se passe si tu dis, mais ok, j'ai ce truc-là, je suis basé à Paris. Au final, ça me coûte beaucoup moins cher, ça me coûte un tiers du prix de faire de la production en France. Comment est-ce que je peux faire pour que ce soit une force? Eh ben, tu dis, ben, tu leur vends une expérience qui est plutôt, mais venez, on va faire un city trip. Ramène ta femme, ramène tes gosses. Et c'est ce que Steve Chen a fait, par exemple. Il a ramené sa femme et son enfant. C'est ce que Chris a fait. Il a ramené Jude, son enfant de 14 ans aussi. Eh ben, venez à Paris, c'est une expérience. On vous paye le voyage. Et donc, comment est-ce que tu fais pour transformer ce désavantage en une force? Et donc, même, tu vois, quand tu es jeune, quand tu commences, tu peux dire, OK, mais le fondateur de Shazam, il va pas vouloir être le premier, il va vouloir être le centième une fois que tu en as refait d'autres. Ok, joue avec ça. Tu lui dis, Chris, t'es le premier. On n'en a jamais fait. Ce qui veut dire que tu vas être hyper spécial pour nous, qu'on va mettre beaucoup plus d'efforts, de soins et d'attention que si tu étais n'importe qui. Et donc, c'est hyper important pour nous. On va être sûr que ça se passe bien. Tu peux nous raconter un petit peu les voyages que tu as pu organiser? Par exemple, je sais pas, moi j'imagine en mode tu viens pendant qu'il y a Roland Garros, je te fais voir une demi-finale et après je t'emmène dîner dans un bel hôtel comme le Crillon pour voir l'architecture parisienne. Enfin, est-ce que vous allez dans ce niveau de détail ou pas? Enfin... Non, en fait, on leur envoie des listes de genre faites ci, faites ça, mais ils veulent souvent venir avec soit leur C'est ça, compagnon. c'est quand même des milliardaires. Donc, C'est ça. Mais par exemple, tu vois, Steve de YouTube, il est venu, ensuite il a passé une semaine en Provence, c'était l'été. Donc nous, on joue vraiment avec ce côté Paris, de Pas les mal. faire venir à Paris. D'ailleurs, on se fait souvent la blague avec nos investisseurs qu'en fait on est une boîte de voyage. On fait des city trips. Je sais qu'il y a un livre que tu aimes bien qui s'appelle La Troisième Porte. Tu peux nous parler de ce livre? Je crois que c'est La Troisième Porte, c'est... vas-y, tu peux nous en parler. Alors le concept de la troisième porte, c'est dans une boîte de nuit, il y a la porte principale, il y a la porte secondaire dans laquelle les artistes, les VIP vont venir, et puis il y a la troisième porte qui n'existe pas, qui est la fenêtre, qui est la cheminée, mais qui est entre guillemets, peu importe le moyen, ce que tu arrives à faire pour pouvoir rentrer dans la boîte. Et c'est un livre qui est écrit par Axel Benayan, qui a passé plusieurs années à essayer de rencontrer tout le monde. Et donc, il a fini par interviewer Bill Gates, Madonna, tous les plus gros, etc. Il connaissait personne en se disant, OK, je ne vais pas passer par la porte principale, je ne vais pas passer par la porte secondaire, je vais passer par la troisième porte. Et donc, essayer par tous les moyens possibles et imaginables de rentrer en contact avec les gens. Et c'est sûr, aujourd'hui, par exemple, je prends encore des cafés avec... très récemment, un ami de mon petit frère qui me disait, oui, mais je postule à des jobs et je trouve rien. Mais il faut jamais passer par la porte principale. Il faut jamais postuler à un job. Il faut passer par LinkedIn, il faut envoyer l'email, il faut se pointer, peu importe, on s'en fout. Nous, on a un cours avec Harry Stebbings, le fondateur de 20VC, qui est un des plus grands investisseurs de la planète, qui a levé plus de 850 millions d'euros.
Il a un podcast qui est le podcast 20VC, qui est un des plus grands podcasts VC. Il fait 20 millions d'écoutes par mois. Et il raconte quand il commençait, comment il a eu Jack Dorsey, le fondateur, enfin le CEO de Twitter à l'époque, qui est venu sur son podcast. Il a été à San Francisco. Il avait entendu dans une histoire de podcast que Jack Dorsey aimait un type de matcha, latte, je sais pas quoi, etc. Tous les jours, pendant une semaine, il s'est pointé devant le bureau. Un jour, il a vu sortir. Il a dit « Ah, Jack, j'ai ton matcha ». Et donc, il a eu 10 minutes de balade avec lui. Et au final, il a réussi à le convaincre de venir sur le podcast. Moi, ces histoires-là, j'adore. J'adore parce que on a tendance à voir le monde du travail comme un système figé dans lequel il y a des process, dans lequel il faut passer pour obtenir ce qu'on veut, etc. Pas du tout. Il y a toujours soit une porte secondaire, soit une troisième porte. Donc il faut être audacieux. Bien sûr. Et avoir un esprit un peu pirate. Ouais. Faut pas se dire que les règles sont établies et que elles sont que si tu as un non, que c'est définitif. Il y a toujours un moyen et il faut être audacieux. Il faut pas avoir froid aux yeux en tout cas. Exactement. Et il y a jamais de non, et il y a jamais de non définitif. Même dans des situations où tu penses, mais en fait, ça se fait pas. Moi, je me rappelle très bien. Je me rappelle un de nos investisseurs un jour. Au tout début, moi, je les adorais. Je voulais vraiment qu'ils investissent chez nous. Et on leur parle, ils regardent le business. On n'avait encore rien. Et ils nous disent, écoutez, les gars, c'est un peu trop tôt pour nous. Bon, ok. Je dors dessus et puis je les appelle le lendemain et je leur dis, en fait, non, je refuse. Ça veut dire quoi? Non, je refuse. Vous allez investir. Je sais pas comment t'expliquer, mais je l'aurais pas fait avec tout le monde. Mais là, je sentais, genre, non, en fait, juste les gars, on est fait pour s'entendre, on est fait pour travailler ensemble. Et je comprends que tu me dises non. Mais moi, je te dis non à ton non. Pas mal. J'aime beaucoup cet état d'esprit. Et le growth hacking, je trouve qu'il part beaucoup de cette philosophie. C'est-à-dire que vraiment, savoir contourner les règles établies, ne jamais prendre un non pour un non. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça me fait penser à ça en discutant avec toi, mais combien de mariages sont nés d'un non? Combien d'hommes et de femmes ont reçu un premier non et en fait ont un petit peu, voire beaucoup insisté, attendu, ne se sont pas arrêtés à ce non? Bien sûr. Et c'est d'ailleurs un framework de vente qui est très connu. C'est quand on te dit non. C'est pas non dans l'absolu, c'est pas non pour toujours. C'est non sur cette offre à cet instant. Ok, exactement. Mais demain. Ok, mais une offre différente. Ok. Et c'est là qu'il faut être créatif. C'est là qu'aux États-Unis, ils disent, d'ailleurs Paul Graham, le fondateur de Y Combinator, qui dit il faut être relentlessly resourceful. Donc, sans cesse, trouver des ressources. Comment on passe par la troisième porte? Alors, parce que si je veux rencontrer quelqu'un, comment je veux interviewer un président, comment tu passes par la troisième porte? Tu essaies de trouver peut-être son réseau, parce qu'on dit, je crois, on connaît tous quelqu'un à deux personnes. Je crois que tu connais tout le monde, un truc comme ça. Il faut comprendre que la troisième porte, c'est pas une porte. C'est la fenêtre ou c'est la cheminée. Et donc, ce qui est sûr, c'est que si tu veux passer par la troisième porte, tu ne dois pas trouver une porte. Tu dois trouver un moyen qui est autre. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est potentiellement passer par le network. C'est potentiellement faire quelque chose qui va te faire être remarqué. Par exemple, tu postules à un job. Et toi, tu vois toute la journée, il y a des milliers de personnes qui postulent chez toi. Je vois tellement la différence entre des gens qui passent par la porte principale, c'est-à-dire qu'ils m'envoient leur CV, ils vont sur LinkedIn, etc. Et quelqu'un qui passe par la troisième porte. J'ai eu ça récemment, quelqu'un qui m'envoie une vidéo, qui me dit « Salut, je travaille en gros, j'aimerais beaucoup travailler pour toi. J'ai été sur ton site, j'ai fait une petite vidéo de 5 minutes pour te dire ce que j'en pense parce que j'ai trouvé quelques trucs que je pense qui peuvent être vraiment améliorés. » Ok, en un coup, cette personne est passée par la troisième porte. Elle m'a apporté de la valeur. Elle a créé du lien. Elle a piqué ma curiosité. Elle a montré qu'elle sait travailler, qu'elle sait réfléchir, qu'elle est dans le bon mindset en disant genre, ok, pour que tu t'intéresses à moi, je te démontre d'abord de la valeur et je te demande pas de faire un effort sans moi l'avoir fait au préalable. Toutes ces questions-là, c'est ça qui va te permettre de trouver cette troisième porte.
se renseigner aussi, je pense, sur la personne. Tu parlais du fondateur de Twitter 100%. où il savait qu'il aimait le 100%. matcha. Donc, tu vois, écouter des podcasts de la personne que tu cibles, ça, c'est quand même pas mal. Parce que moi, par exemple, sur LinkedIn, je reçois beaucoup de messages. Et je pense que en fait, ça t'arrive presque jamais que quelqu'un envoie un message sur un truc que la personne a écouté, qu'elle a compris que c'était important pour toi. Et en fait, d'une certaine manière, tu peux avoir 99% des gens si tu vas taper le truc que tu as dit, parce que tu te dis, OK, là, il est dans un niveau de détail, il s'est vraiment renseigné sur moi, je vais lui accorder quelques minutes. C'est 100%. Et ça, c'est d'ailleurs un truc pour tous les entretiens. C'est aller écouter des podcasts, aller faire des recherches. Et donc voilà, par exemple, moi, quand je contacte des grands entrepreneurs, etc., je vais toujours lire leurs livres, je vais toujours écouter des podcasts, je vais toujours étudier leur vie. Et ils le sentent. Et en fait, tu sens quand la personne a vraiment envie de te parler. Si elle a vraiment envie de te parler, elle a des vraies raisons. Elle sait pourquoi, elle a fait ses recherches. Et donc, toi, tu es obligé d'aller lui parler. Et donc, quelque part, c'est fondamentalement, profondément et honnêtement avoir envie de parler à cette personne. Comme cet investisseur, je voulais vraiment qu'il investisse dans ma boîte. Et au final, j'ai eu 100 autres investisseurs qui m'ont dit non. Et je ne l'aurais pas couru après parce que je ne voulais pas vraiment. Donc, il faut vraiment, vraiment le vouloir. Et de l'autre côté, c'est aller faire tout le travail, le volume, parce qu'au final, ça va passer 1 fois sur 10. Et c'est le faire, continuer à y croire quand ça fait 9 fois que tu essayes et que ça ne marche pas. Je pense qu'il y a aussi un petit peu d'instinct, un petit peu d'intuition. Tu vois, tu dis, il y a des gens qui t'ont dit non, mais tu n'as pas rebondi. Et je pense que c'est que intuitivement, tu as senti qu'avec cette personne-là, ça pouvait marcher, alors qu'avec un autre, tu n'essaierais pas si tu sens pas. Donc, je pense qu'il faut aussi sentir les choses. Il y a aussi une part d'intuition là-dedans. C'est-à-dire que l'audace, c'est l'audace aussi intelligente, c'est l'audace bien placée. Parce que si c'est l'audace pour l'audace... sinon, tu t'essouffles et c'est pas vrai. C'est sûr. Sinon, tu peux pas être audacieux et être intense sur tout. Sinon, tu te fatigues et c'est pas possible. Donc, tu es obligé de choisir tes batailles et donc d'avoir ce petit radar qui est ton intuition, peu importe, qui va te dire non, ça doit vraiment se passer. On va revenir sur le sujet de la formation de l'école. Est-ce que tu penses que l'école va disparaître parce que je me dis aujourd'hui, un MBA dans une belle école, ça coûte combien par exemple? Parce que toi, c'est, on va dire 2000 euros. Fois 100. Ah, c'est fois 100. Bah, ça peut être 200 000, ouais. C'est 200 000 aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis. Et en France, par exemple, ça serait. Non, elle est entre 100 et 200 000 en France sur les très gros MBA. En France, je t'avoue que j'ai aucune idée. Alors pour moi, en tout cas, ça coûte beaucoup plus cher. Ah, mais bien sûr, et surtout, il faut compter aussi non seulement combien ça te coûte de le faire, donc combien tu payes l'école, mais aussi tu vas prendre 2 ans, parce que ça prend 2 ans. Tu vas vivre pendant ces 2 ans, tu vas pas gagner d'argent pendant ces 2 ans. Est-ce que pendant un MBA, tu peux pas travailler en même temps que faire le MBA? Alors il y en a certains dans lesquels tu peux faire des stages, etc. Mais non, c'est principalement Alors que toi, la force que tu as, c'est que tu peux le faire après ton travail, le week-end, tu peux le faire quand tu veux, à ton rythme. Exactement. Nous, c'est vraiment la vision, c'est de se dire comment est-ce qu'on crée les meilleurs cours de business du monde et on traite les gens comme des adultes. Ils le font quand ils veulent, où ils veulent, à leur rythme. Voilà. Et donc, si tu veux acheter le truc et ne jamais le faire, t'es un adulte, t'es un grand garçon, tu le fais. Est-ce que tu as systématiquement le diplôme? Parce que ce qui fait le charme de ces écoles, c'est que tu les payes, mais tu peux ne pas recevoir le diplôme à la fin. Alors, nous, t'as pas systématiquement. Non, mais pour me rendre compte, par exemple, un diplôme, quand tu payes une MBA, quoique un MBA à 200 000 $ aux États-Unis, non, si tu payes généralement, à part si t'es vraiment de mauvaise foi, tu vas avoir le diplôme. Après, quelle est la valeur de ça? Aujourd'hui, moi, l'éducation, ça t'apporte 3 choses. De faire une école de commerce, un MBA, peu importe. Le réseau, le diplôme et les compétences, l'éducation. Nous, bien que, évidemment, on a un certificat, on essaie de créer une communauté, d'ailleurs on pourra en parler, c'est un truc qui est hyper important pour nous. Notre vrai combat, c'est sur, ok, comment est-ce qu'on fait pour que en un centième du temps et un centième du prix, on t'apporte le même niveau, voire un niveau supérieur de compétences. Donc tu penses que l'école les MBA au sens qu'on les connaît aujourd'hui vont être bien attaqués en tout cas par des sociétés comme la tienne? Ah mais oui, ils le sont déjà. On parle de 1 fois 100. Enfin... Ouais, ils le sont déjà. Mais après, tu vois, moi je pense que, et c'est ça la beauté de la technologie et de l'innovation, c'est que
c'est pas forcément attaquer le marché du MBA traditionnel, qui au final, il y a moins de 1% des gens qui font un MBA. C'est comment est-ce que tu offres une expérience qui est similaire aux 99% de la population qui n'en ont pas accès aujourd'hui. Tu penses quoi des formations en ligne? Aujourd'hui, on voit beaucoup de youtubeurs qui ont une boucle intéressante, c'est-à-dire qu'ils font un peu du fake it until you make it, c'est-à-dire qu'ils te disent qu'ils ont réussi alors qu'ils n'ont pas encore réussi. Comme ça, ils légitiment le fait de te vendre une formation sur un domaine. Les gens achètent la formation parce qu'ils voient la personne successful et donc à la fin, ils enrichissent vraiment les gens qui ont créé les formations. Ouais. Bon, ça, c'est une autre boucle un peu vertueuse et qui marche. Mais qu'est-ce Qui que marche tu penses pour des les formations créateurs, qui marche pour les créateurs, mais qui marche pas forcément pour les personnes qui marche pour les créateurs. Mais voilà, est-ce qu'il y a des bonnes formations en ligne ah qui oui, peuvent c'est coûter sûr. 1500 Mais bien dollars? sûr. Et nous, quelque part, c'est ce qu'on fait. Et on prend le contre-pied de ça. On dit, bah, OK, ces formations-là qui sont données par des influenceurs TikTok ou des influenceurs Instagram, qu'est-ce qui se passe? Ou des influenceurs YouTube, qu'est-ce qui se passe si c'est pas un influenceur YouTube, mais c'est le fondateur de YouTube qui te la donne. Au final, c'est prendre la même idée. Et c'est de se dire, bah, OK, il y a des gens qui payent pour ça, il y a des gens qui demandent. Et au final, payer, c'est se responsabiliser, se dire, je commit, je vais le faire. OK, c'est très bien, c'est top. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'ils vont passer du temps sur quelque chose qui est de qualité, qui est inspirant et qui est crédible? C'est ce qu'on fait. Je vais être un peu deep, mais j'ai l'impression que le commitment dont tu parles, le fait de payer sa formation, en fait, ça compte pour 50%, autant que la qualité de la formation, parce que je trouve que le fait de se responsabiliser sur un sujet, limite, tu vas creuser tout autour, et vu que tu sais que tu as payé, tu vas mettre toutes tes cellules de ton corps en action dans le fait d'apprendre et de te former, et du coup, ça compte autant, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que même tu pourrais acheter une formation moyenne, il y a quand même 50% dans le commitment qui font que c'est bien, tu vois. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la barrière à l'éducation, elle est virtuellement à zéro. C'est-à-dire que tu peux apprendre tout et n'importe quoi sur Internet. Tu peux aller prendre des cours de Harvard, de MIT, de Stanford sur Internet gratuitement. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu donnes aux gens l'envie d'apprendre, comment tu les responsabilises, comment tu fais en sorte que ça devienne une habitude pour eux. Et ça, tu le fais en payant. Très, très similaire au modèle de la salle de sport. Au final, qu'est-ce que ça fait une salle de sport? C'est des poids. Bon, des poids, tout a un poids. Ça, c'est un poids, ça, c'est un poids, tout a un poids. Mais ça fait en sorte que tous les poids sont faciles d'accès et au même endroit. Et ils te font payer pour que tu sois responsabilisé, tu commites à le faire. Une formation en ligne, c'est pareil. L'information, on n'invente pas de nouvelles informations. On fait en sorte que tout soit bien packagé au même endroit, facile d'accès, et on te responsabilise en payant, tu commites, et donc tu vas le faire. Et à contrario, du coup, est-ce que tu penses que l'éducation telle qu'elle est aujourd'hui dans le monde, on va dire universitaire, elle est trop théorique? Dans le sens où, quand un TikToker te donne une formation en ligne, d'une certaine manière, tu vois, en général, il fait une formation en lien avec ce qu'il fait, et donc qui est liée à l'expérience. Toi, tu reprochais aussi pas mal le côté théorique, le fait que les profs soient, par exemple, pas des entrepreneurs. Je vais en parler aussi après de ça, est-ce qu'on peut vraiment former à l'entrepreneuriat à l'école? Mais donc, du coup, aujourd'hui, voilà, tu crois plus dans les formations en ligne des gens qui font que à l'école où c'est très théorique. Si je dois attribuer là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, et donc le fait que j'ai réussi à monter une boîte à un facteur au niveau éducation, c'est les podcasts que j'ai écoutés pendant le Covid. C'est pas HEC, c'est pas les cours que j'ai eus, c'est le fait que pendant le confinement, moi j'étais confiné à Bruxelles, donc il y avait une forêt à côté de chez moi parce que j'habite un petit peu en dehors, et je me baladais et j'écoutais des podcasts d'entrepreneuriat. Je découvre ce monde-là à l'époque et ça m'a tout appris, mais vraiment ça m'a tout appris, beaucoup plus que mes études à HEC, mais c'est même pas comparable en fait, c'est même pas comparable. Et donc ouais, voilà, moi d'expérience, pour ce que moi je veux faire aujourd'hui, je suis pas médecin, je suis pas architecte, je suis pas avocat, pour ce que moi je veux faire aujourd'hui, qui est de l'entrepreneuriat, rien ne m'a plus appris que les podcasts que j'ai écoutés, les livres que j'ai lus et les vidéos YouTube. Tout ça qui coûte rien, à part du temps et ta curiosité. Donc oui, je crois à fond en ça, et j'y crois beaucoup plus qu'à une école de commerce. Donc du coup, tu penses qu'on peut former à l'entrepreneuriat ou pas, dans le sens où souvent on dit inné acquis,
Si tu devais donner une part peut-être dans les deux aussi, mais voilà, est-ce qu'on peut former à l'entrepreneuriat ? 100%. Mais 100% parce que... et alors c'est ça qui est marrant, parce qu'en fait, le business, c'est un art et une science. L'entrepreneuriat, c'est un art et une science. Et donc, il y a une partie qui est un petit peu, voilà, est-ce qu'on peut t'apprendre l'art ? Ben non, au final, c'est qu'est-ce que tu as dans toi, c'est ce que tu as envie d'exprimer, etc. Mais il y a une partie aussi qui est comprendre les règles du jeu, s'inspirer des meilleurs, et même l'art, c'est ça aussi. L'art, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que tous les grands artistes vont étudier l'art, vont s'inspirer d'autres, etc. Et donc, clairement, pour moi, l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Est-ce que ça s'apprend en faisant des exercices sur un cahier ? Non. Est-ce que ça s'apprend en écoutant l'expérience, les manières de penser, les schémas de raisonnement des meilleurs, des gens qui l'ont déjà fait ? Oui, 100%. Et d'ailleurs, ça c'est un des conseils que je donne le plus souvent quand j'ai des jeunes entrepreneurs qui viennent me voir et qui veulent monter une boîte. Je le sens en fait. Je le sens qu'ils n'ont pas été biberonnés à ça. Et donc je leur dis, va te brainwasher toi-même le cerveau, écoute des podcasts, lis des livres. En fait, tu vas avoir des réflexes, tu vas avoir... En fait, tout ce qui va t'arriver n'est pas unique à ta startup. Tout ce qui va t'arriver est déjà arrivé à d'autres. Tu dois comprendre comment les autres soit ont surmonté les épreuves, soit se les ont pris dans la gueule et ont réussi à se relever. Ça s'apprend. Mais du coup, le meilleur moyen de devenir entrepreneur pour toi, c'est pas l'école, quoi. Non. C'est que l'école, mais même l'école, tu dirais que, enfin, tu disais dans un podcast, l'école, ça permet de devenir cadre dans un cabinet de conseil ou dans une grande banque ou dans une grande institution. Mais vraiment, voilà, l'école n'a pas réussi à former pour l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas réussi ce pari-là, en tout cas. Ouais, ils n'ont pas réussi ou ils n'ont pas vocation. Pourquoi ils n'ont pas réussi ce pari-là ? Parce qu'il y a des cours, il y a des masters sur l'entrepreneuriat, il y a des cours sur l'entrepreneuriat. Bien sûr. D'ailleurs, je le disais, moi, j'ai été refusé du master entrepreneuriat à la HEC. Donc, HEC, c'est en 2 ans. La première année, c'est un cursus global. La deuxième année, c'est une spécialisation. Moi, je voulais rentrer dans la spécialisation entrepreneuriat. Il se trouve qu'à ce moment-là, je monte un projet qui n'a pas du tout abouti, comme beaucoup de projets que j'ai montés par le passé. Et je me rappelle arriver à l'entretien pour pouvoir postuler à ce M2 en entrepreneuriat et j'explique au juré que je suis en train de monter ce projet et je pitch. Alors il me pose la question, qu'est-ce qui se passe si pendant tes études, le projet cartonne ? Est-ce que tu quittes ou est-ce que tu restes ? Je dis, je quitte. J'étais très honnête. J'ai vu directement sur leur visage que c'était pas la bonne réponse et j'ai pas été pris. Ah, t'as senti à ce moment-là que c'était pas... Ah, mais j'ai senti que c'était fini. C'était fini. Mais quelque part... Et pourquoi ? Parce que, très honnêtement, je ne me l'explique pas encore aujourd'hui. Parce que tu as un jeune entrepreneur qui est en train de monter son truc. Toi, en tant que master d'entrepreneuriat, ton unique objectif doit être que ce que lui fait réussisse. Parce que c'est un exemple formidable pour toutes les futures générations et pour tous les gens qui font ton master. Il se trouve que mon projet a 100% foiré. Donc, au final, peu importe. Mais... Je savais que c'était pas la bonne réponse en le disant, mais je voulais aussi provoquer, je voulais en fait voir, je voulais pas rejoindre un master d'entrepreneuriat où les mecs étaient pas 100% alignés sur le succès de ma boîte. Et donc, eux ne m'ont pas choisi, mais très, très honnêtement, c'est très très bien et au final, c'était une sorte de test des deux côtés parce qu'eux devaient me choisir, moi je devais aussi les choisir. Je vais aller encore plus loin sur l'éducation. Donc, il y avait donc les écoles qui ne savaient pas former parce que trop théorique. Aujourd'hui, il y a des solutions comme Augment, justement, où là, justement, c'est vraiment des gens qui ont l'expérience, qui ont fait avant, qui apprennent. Mais est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle couche qui est en train d'arriver là sur l'IA, où en gros, on pourrait se dire qu'on va vers une éducation 100% personnalisée, où en gros, on va être formé par des agents IA qui auront la base de connaissances globale et finalement, on sera en one-to-one face à un agent formateur où tu diras, bah, moi, je veux entrepreneuriat, et qui te formera, et en fait, du coup, qui disruptera finalement tout. Mais même des solutions comme Augment, l'école, et en fait on va vers une ère du one-to-one où il y aura des solutions qui vont exister. D'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes qui lèvent des fonds. J'avais vu une boîte notamment chez YC qui faisait ça sur les mathématiques, notamment. Voilà, est-ce que c'est une menace pour toi et comment tu comptes t'adapter ? Et voilà, est-ce que tu crois dans le futur de l'IA dans l'éducation ? Clairement, c'est magnifique. Est-ce que ça tue pas un peu ton modèle du cofondateur de YouTube qui vient, ou non, le cofondateur de YouTube, tu auras toujours envie de l'entendre parce qu'aucune IA ne pourra... Tu vois, tu as envie de l'écouter parler, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, je sais que tu es un passionné d'échecs aussi.
D'ailleurs, on en parle, on en parle souvent à deux. Les échecs, c'est un jeu dans lequel l'ordinateur est bien supérieur à l'être humain, et ce depuis 20 ans. Pourtant, aujourd'hui, on étudie toujours les parties d'être humain, parce que c'est ça qui nous intéresse, et parce que on va connecter à un autre être humain, on va s'identifier, on va vibrer, on va être inspiré. C'est hyper important. On va pas arrêter du jour au lendemain d'être inspiré par des gens, de vouloir faire comme lui, faire comme l'autre, etc. C'est quelque chose de fondamental, une caractéristique fondamentale de la nature humaine qui ne va pas changer. Est-ce que c'est pas possible avec des outils IA de rajouter une couche au-dessus de ça, de personnalisation, etc. Bien sûr, et c'est top. Et nous, on va l'intégrer, tout le monde va l'intégrer. Si tu ne l'intègres pas, peu importe, t'es foutu, ça c'est sûr. Mais je pense que ce besoin de connexion à d'autres personnes, de s'identifier à des histoires, d'apprendre du réel, c'est quelque chose qui ne va jamais disparaître. Ouais, et heureusement. Surtout sur des personnes inspirantes, je trouve. Parce que c'est vrai que quand tu prends quelqu'un dans ton domaine et qui est vraiment la personne qui a le plus réussi dans le domaine qui t'intéresse, c'est vrai que ça vaut de l'or, quoi, ces conseils, clairement. Bien sûr, parce que, et ça c'est toujours un truc, c'est il faut toujours essayer de savoir comment est-ce que j'obtiens le conseil qu'il me faut de la bonne personne au bon moment. Et c'est un peu ça la mission d'Augment. On a, 2000 conseils dans Augment. Et je dis toujours, mais comment est-ce que tu sais que ça marche ? Moi, si tu es un entrepreneur, que tu prends Augment et tu as juste le bon conseil qui, à ce moment-là de ta vie, va faire que tu signes le partenariat qui fait que ta boîte décolle, qui fait que tu trouves ton cofondateur, qui fait que tu obtiens cette promotion, qui te débloque quelque chose, alors top, je m'en fous que tous les autres conseils, ils aient pas marché, c'était pas bien pour toi. S'il y a ce truc qui fait qu'il te débloque. Il y a un truc tout con dans l'apprentissage que je trouve que peu de gens font. Et c'est une méthode, moi, que je trouve toute bête. Et avec le temps, souvent les choses les plus simples, les gens passent à côté. En fait, et moi, dans mon expérience, j'ai appris que ça marchait de fou. Par exemple, tu veux lancer un podcast, mais tu sais pas comment il faut faire, les points importants. Enfin bref, t'es niveau 0. J'aime bien l'idée de... Tu prends les 3 personnes qui ont le mieux réussi dans le domaine, tu vas les voir, tu fais un café d'1 heure avec chacun, et tu leur dis, voilà, c'est quoi les 3 choses les plus importantes pour développer mon podcast. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point les gens te disent en fait ce qu'il faut faire facilement et comment on passe souvent à côté de ça, parce que souvent les gens restent enfermés dans « j'y arrive pas ». En fait, parfois, il suffit juste d'aller voir une personne qui l'a déjà fait, lui demander « dis-moi comment on fait ». Et en fait, il va vraiment te dire, souvent les gens te disent vraiment, quoi, ils vont pas te mentir, ils ont aucun intérêt à le faire, ils te le disent. Et si toi, tu sais écouter à ce moment-là, en fait, j'ai l'impression que les réponses sont accessibles et que parfois, il suffit juste de les demander. Et moi, c'est une règle que j'aurais kiffé avoir plus tôt qu'on m'apprenne, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai lancé mon fonds de VC, par exemple, là récemment, je suis allé voir tous les VC à Paris et je leur ai dit, voilà, je me lance, j'ai peu d'expérience, dis-moi tes meilleurs conseils et les pièges dans lesquels ne pas tomber. J'ai demandé ça à tout le monde et d'une certaine manière, je savais comment faire après, tu vois. C'était aussi simple que ça. Et ça, c'est vraiment un truc, ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Moi, j'essaie d'injecter ça dans ma boîte au maximum. Et donc, par exemple, là, c'est l'essence même de la startup, c'est que tu dois toujours faire des trucs que tu n'as jamais fait. Tu dois toujours, dans ta boîte, faire des trucs que personne n'a jamais fait dans cette boîte. Ça, c'est la startup. Et je dis toujours aux membres de mon équipe, vous allez parler à des gens. Par exemple, là, on veut organiser un événement de 1000 à 2000 personnes aux US, avec toute notre communauté. On n'a jamais fait ça. C'est quoi le premier truc qu'on fait ? J'ai dit à la personne qui s'occupe de la communauté chez nous, tu vas parler à des gens qui l'ont fait. Et après, on discute, en fait. Et après, on discute. Parce que les gens sont ouverts. C'est Steve Jobs qui disait ça. C'est toujours demander de l'aide. Toujours demander de l'aide. Les gens répondent. Mais bien sûr, les gens veulent aider. Toujours. Ça ne m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un. Alors, évidemment, il faut quand même arriver avec un peu d'humilité, parce que si tu arrives sur tes grands chevaux et que tu es un peu un but de ta personne, tu diminues tes chances. Je pense que la personne te dise, mais si tu dis, voilà, tu connais mieux ce domaine que moi, parce que ça fait 10 ans que tu le fais et moi je viens d'arriver, explique-moi comment ça marche. Je pense que même c'est dans la nature humaine de vouloir aider l'autre. C'est-à-dire que c'est ancré dans l'humanité de vouloir aider l'autre, je pense. Et c'est aussi faut peur de se mettre dans cette zone de demander de l'aide. Et c'est aussi ancré dans la nature humaine de vouloir
être un expert et être considéré. Et en fait, demander de l'aide, c'est donner de l'importance à l'autre. Bien sûr. Tout le monde adore être mis en valeur. Et Franchement, c'est le meilleur hack, si vous nous écoutez encore, de dire j'ai moins d'expérience que toi dans ce domaine-là, je viens juste d'arriver. Toi, ça fait longtemps que tu fais ça. D'expliquer à la personne, voilà, d'ailleurs, je trouve ça génial ce que tu as fait, etc. Les gens sont toujours contents. Explique-moi comment il faut que je fasse. Et les gens, dans 99,9% du temps, t'expliquent exactement. Donc, ce qui est fou, c'est qu'en une demi-heure, une personne peut t'expliquer 10 ans de learning. Et toi, si tu sais écouter, en fait, tu as 10 ans de learning en 30 minutes. C'est fou, ça, quand même. c'est fou. Et moi, je me rappelle, il y a beaucoup de moments dans ma vie d'entrepreneur où je sors d'une discussion avec un autre entrepreneur qui est plus avancé que moi et il m'a dit des trucs. Et je me dis, ah, ok, en fait, là, le mec, il vient de m'éviter 2 ans de galère. Ah, vraiment. C'est fou. Ah, c'est fou. Et c'est marrant parce que souvent aussi, parfois, le problème, c'est il faut avoir 2 vertus pour ça. Il faut savoir demander de l'aide et il faut savoir écouter. Alors, le problème, c'est qu'il y a des gens qui arrivent au niveau 1, ils savent demander de l'aide, mais ils ne savent pas écouter. Moi, je me rappelle, il y a des gens dans mon domaine qui étaient venus me poser des questions. Je leur avais dit exactement ce qu'il fallait faire. Et 3-4 ans après, la personne m'a dit « Putain, tu me l'avais dit, tu avais raison, j'ai compris. » Et en fait, donc voilà, il y a 2 vertus. Il faut savoir demander de l'aide, mais il faut savoir écouter et vraiment prendre en compte le learning, tu vois. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas tout de suite parfois aussi. Ouais, 100%. Mais donc, nous, c'est un peu ça. Et puis après, nous, on fait ça via Augment. Donc, quelque part, c'est notre pote. Mais la plupart des conseils, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer Augment. Tu n'as pas besoin de payer rien. Tu peux aller sur YouTube, tu peux écouter des podcasts. Tu t'achètes des livres sur Kindle s'il faut. On s'en fout. Tu vas sur LinkedIn, tu dis voilà, accordez-moi 5 minutes au téléphone. Je veux juste une réponse à cette question parce que vous êtes le meilleur dans ce domaine-là. Je suis sûr que n'importe qui t'accorde 5 minutes pour te répondre. Ça sera 5 minutes. Il me faut absolument une réponse à cette question. Ouais. Je me la pose. Ouais. Même la réponse, la personne peut te l'écrire sur LinkedIn, ça se trouve, sans même te coller, enfin te faire le call. Juste, tu peux avoir la réponse comme ça. Bien sûr. Elle est accessible, en tout cas, elle est disponible. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs une des phrases aussi qu'on dit souvent en tant qu'entrepreneur, c'est que le nombre de choses positives qui se passent, si tu simplement demandes de l'aide, et il y a tellement de fois où j'ai des gens qui juste m'ont demandé d'investir dans la boîte parce que tu les contactes, tu dis « Ah, j'ai juste besoin d'aide sur un truc », tu parles, etc. etc. Il y a cette phrase en anglais qui est toujours, ça c'est pour la levée de fonds. If you ask for money, you get advice. If you ask for advice, you get money. Si tu demandes de l'argent, on te donne des conseils. Si tu demandes des conseils, on te donne de l'argent. C'est sûr, si tu vas pitcher quelqu'un, tu te dis « Ah, je peux te vendre ce truc, etc. » Non. Là, il va te dire « Attends, je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça. » Si tu arrives, tu dis « Attends, juste, j'essaie de comprendre ça, etc. etc. » Le nombre de personnes qui, au final, ont décidé d'investir dans la boîte parce que je suis juste allé leur demander conseil, ils ont dit « Ah, mais tu réfléchis bien, tu poses des bonnes questions, le truc a l'air sympa, let's go. » Et surtout, tu n'as pas l'air quémandeur et ils voient bien que tu es là pour autre chose. Il y a un autre effet vertueux aussi à ça, c'est que quand tu demandes de l'aide, les gens en retour parfois veulent t'aider encore plus que l'aide que tu avais initialement. J'ai un très bon exemple pour toi, je pense que ça va te plaire, toi qui connais aussi le monde du VC. Au tout début de lancer 199 Ventures, mon fonds, je suis allé voir Pierre Entremont de First, qui est quand même l'un des plus beaux fonds en France. Et je lui ai dit, voilà Pierre, je me lance, moi j'y connais rien, voilà, dis-moi comment tu fais pour investir dans les meilleures boîtes, etc. Et donc il m'accorde un déj, on discute, etc. Et donc voilà, je lui dis ce que je t'ai dit, ça fait 10 ans que tu fais ça. Et c'est vrai, moi j'avais jamais fait ça. Je lui dis voilà, dis-moi les learnings, etc. Donc il m'explique, etc. Donc d'une certaine manière, il me forme quoi pendant le déj, quoi. Donc j'apprends, ah ok, il fait comme ça, ok, voilà les pièges, etc. Et en discutant, et à la fin, il me dit putain d'ailleurs, j'ai une boîte là, il reste une pocket pour investir dedans. Si ça te chauffe, je te mets en relation, vous démarrez, ça peut être cool, tu vois. Et je lui dis bah grave, raconte-moi et tout. Cette boîte, c'était Spyco. C'est une des plus belles boîtes aujourd'hui en Europe. Une fintech qui a levé avec Index récemment. Qui a levé avec Index récemment. Et il restait une pocket de 100 000 euros. Il m'a fait rencontrer Paul Adrien. J'ai investi avec 199 Ventures dans Spyco 100 000 euros. Et aujourd'hui, cette boîte va, je pense, potentiellement devenir l'une des plus belles licornes françaises. Et en fait, cet accès, je l'ai eu parce que je suis devenu demander de l'aide à la base. Et que il a senti que c'était authentique et je pense qu'il a voulu m'aider plus que me conseiller. Tu vois, il a voulu limite, tu vois, me prendre un peu sous en aile en mode petit. Bien ça sûr. Fait 10 ans que je fais ça, je vais te montrer un peu. On va co-investir ensemble.
Et donc voilà, demander de l'aide, c'est aussi créer de la relation avec les gens. 100%. Et au final, tu sais jamais vers où ça va. Tu peux aller demander un conseil à un VC, toi dans ton exemple, et effectivement, il investit dans Augmente à la fin. C'est peut-être potentiellement ce qui t'est arrivé. Et c'est même un des trucs sur le recrutement. Je prenais ce café avec ce pote de mon frère, j'en parlais juste avant. Il veut rentrer en immobilier dans un grand fonds. Peu importe. Je lui dis, il n'y a pas un monde où si tu demandes à 100 personnes de l'industrie comment ils ont fait, où tu n'as pas un job à la fin. Il n'y a juste pas un monde. C'est impossible. Et il n'y a pas un monde où si tu contactes 1000 personnes, tu ne vas pas en parler avec 100. Donc c'est aussi simple que ça. Demander des conseils, et je crois aussi beaucoup dans le volume. Souvent, il y a des gens qui me disent « Putain, je fais du sales, mais j'arrive pas. Regarde, j'ai fait un café la semaine dernière et j'ai envoyé 3 messages sur LinkedIn. » Et moi, souvent, je dis « En fait, non, c'est pas un café par semaine que tu dois faire, c'est plutôt 3 par jour. Et c'est pas 3 messages que tu dois envoyer par semaine, mais c'est plutôt 300 par jour. » Et en fait, la notion de volume, elle est aussi vachement importante. Et les gens sous-estiment beaucoup ça. Souvent, ils ont l'impression qu'ils ont fait un café, c'est énorme, tu vois. Ouais. Et ils sous-estiment la partie volume. Pareil pour les conseils. Effectivement, si tu cherches un job dans une industrie et que tu contactes 2 personnes versus 200, tu as des probabilités avec toi qui sont beaucoup plus fortes. Ah mais bien sûr. Et c'est pour ça que apprendre des meilleurs, c'est tellement... Ok, en fait, eux, ils réfléchissent comme ça. Eux, ils mettent tellement de volume. Et en fait, il y a un moment où juste les chiffres parlent. C'est MrBeast qui expliquait que à tous les youtubeurs qui viennent lui demander conseil, MrBeast, il lui dit « Ok, tu fais 100 vidéos, tu reviens me voir et je te donne des conseils. » Les mecs, il faut 100 vidéos, il y a 2 options. Soit ils reviennent jamais le voir parce qu'en fait, ils ont fait 100 vidéos, ils l'ont tellement fait qu'ils ont trouvé la réponse tout seuls. Ouais, soit ils ont craqué avant aussi. Voilà, ils ont trouvé donc, soit ils ont abandonné aussi. Exactement. Avant, je pense. Soit ils ont trouvé tout seuls, soit ils ont abandonné avant, soit une fois qu'ils ont fait 100 vidéos, ben ok, là maintenant, on peut se rencontrer. Et voilà, mais la notion de volume. Très important pour moi. La notion de volume dans... Moi, si je devais donner un learning de mon expérience, c'est volume. Tu cherches un prestat parce que tu as besoin, je sais pas, un prestat pour quoi que ce soit. Souvent, les gens me disent, je sais pas, je suis allé sur Malte, j'ai contacté 2 personnes. En fait, il faut contacter 200 personnes. Et tout est comme ça, en fait. Le 16, le recrutement, pour lever des fonds, il faut contacter 200 VC, c'est pas 2 Je pense VC. que n'importe qui a une sales team, je sais pas si toi tu as une équipe sales dans ta boîte, moi j'ai une équipe sales dans ma boîte, c'est un truc que tu te rends compte très très vite. Il y a des gens, très franchement, tu n'aurais pas parié dessus. Et juste le niveau de volume, d'intensité, d'éthique de travail qu'ils mettent fait que c'est de très loin les top performers. Il n'y a rien à dire. Et juste, ils ont mis plus de volume que tous les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est d'ailleurs une des valeurs de l'expérience. Parce que ceci, ça fait 20 ans que tu montes ta boîte, ça fait 30 ans que tu montes ta boîte. Le nombre de volumes de meetings, de recrutement, ta base mentale de référence est tellement riche que tu es instoppable. Là où je te rejoins sur l'expérience, c'est que je pense que c'est l'action qui crée l'information. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, qui pensent à leur projet et qui sont beaucoup dans la réflexion. Et en fait, le problème de la réflexion, c'est qu'elle ne crée pas l'information. L'action crée l'information. C'est-à-dire que si, par exemple, tu vas te confronter tout de suite, tu vas essayer de vendre un projet à quelqu'un, même si tu n'as encore rien, c'est cette action, cette confrontation qui va te créer de l'information et du learning, et donc l'expérience, versus le côté très théorique. C'est Xavier Niel qui dit qu'il n'a jamais fait d'études de marché pour lancer ses projets. Comme MrBeast donne le conseil, il dit fais 100 vidéos. Il ne te dit pas regarde 1000 vidéos. Fais 100 vidéos. C'est un gros problème que je vois dans le business, dans l'entrepreneuriat. Le manque d'action, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, parfois, je vends de l'information. Parfois, je parle à des gens et je leur dis mais arrête, en fait, n'achète pas mon truc, c'est pas de l'information que tu as besoin. Tu as besoin de faire. Et je pense que un des éléments qui est tellement difficile avec notre époque, c'est l'abondance de l'information. C'est tellement facile d'accès que tu peux très rapidement devenir obèse et donc immobile parce que juste tu consommes trop et donc tu es paralysé par la quantité d'informations, etc. Et c'est hyper dur en fait de se rendre compte, ok, en fait, juste tu prends ton calendrier, qu'est-ce qui a été attribué à de la recherche et qu'est-ce qui a été attribué à de l'action. Études de marché. Par exemple, tellement de jeunes entrepreneurs qui disent oui, j'ai parlé à 200 prospects. On s'en fout.
Est-ce que tu as construit ton produit? Et c'est tellement facile en fait de se laisser dériver dans l'information, parce qu'en fait l'information aujourd'hui de nos jours, et principalement avec les technologies qu'on a aujourd'hui, est tellement abondante que c'est trop facile de se laisser. Ben oui, c'est gratifiant. Moi, je crois tellement dans l'action que parfois, même aujourd'hui, je crois que je suis devenu un petit peu trop radical. C'est que parfois, je parle avec des collaborateurs et on se dit, ah tiens, il faudrait faire ça, ça pourrait être intéressant pour, je sais pas, développer le business. Et rien que le fait de rentrer dans la discussion de s'il faut le faire ou pas me gêne, parce que d'une certaine manière, on est dans l'information, tu vois. Et j'aime pas. Du coup, ça me frustre beaucoup d'être dans des discussions de est-ce qu'il faut le faire ou pas. Parce que pour moi, en fait, ça devrait tout de suite, on le fait. Et après, une fois qu'on l'a fait, on réfléchit de si c'était bien ou pas de le faire. Et après, on se dit plutôt est-ce qu'on continue ou pas. Mais le fait de discuter ou pas de le faire, si on avait l'intuition que c'était une bonne idée, ça me saoule parce que d'une certaine manière, on ne devrait pas discuter de ça. Si on a eu l'idée, on se lance, on teste, on apprend et après, on décide de continuer ou non. Ouais. Mais par contre, on fait. Mais tu vois, moi, c'est un truc que j'ai dû apprendre. Roy, mon associé, il est très comme toi. Moi, je suis pas très comme ça de nature. Alors, je me laisse de plus en plus emporter. Après, ça se développe, je pense. C'est comme un muscle. J'essaye de travailler sur ça parce que c'est tout ce que je disais avant sur l'information, etc. Moi, je suis le premier sujet à ça. Et je sais à quel point c'est agréable d'avoir tout ça. Et donc, j'essaye de m'inspirer. Et heureusement que j'ai un Roy. Au final, c'est ça aussi une association, c'est aller trouver la personne qui arrive à combler tes lacunes et avoir des gens comme ça qui sont juste fonceurs, qui sont fonceurs quoi. Genre, fonceur, le mot. Toi, t'es un fonceur. T'es un fonceur et c'est d'ailleurs quand tu regardes tes activités, tu fais 1000 trucs et même ta boîte, elle a 1000 produits, elle a 1000 branches. C'est genre t'es un fonceur, mais c'est magnifique. C'est important, je pense. Dans l'entrepreneuriat, le business. Si la personne n'a pas ce muscle-là, en tout cas, comme tu peux dire, tu peux aussi le développer, je pense, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et si t'es pas un fonceur, alors tu dois te mettre avec un fonceur. Exactement. Et tu dois mettre ton casque et tu dois te laisser emporter. D'ailleurs, je vais citer Xavier Niel qui dit dans un podcast récent, j'ai réussi parce que je suis pas intelligent et dans le sens parce que je suis fonceur, et qu'en gros, il rencontre plein de gens intelligents et il sent tout de suite que c'est des gens qui entreprendront jamais parce que, encore une fois, il faut se confronter en permanence. C'est-à-dire que si t'es pas fonceur, tu vas vite avoir des problèmes parce qu'en fait, c'est quelque chose de permanent. Tu dois te confronter en continu, tous les jours. Et aussi ce truc, en fait, genre, si tu réfléchis, n'importe quelle idée, plus tu vas réfléchir, plus tu vas trouver de points négatifs. En plus. C'est sûr. Et tu n'auras pas tout et puis vu que tu t'es pas confronté, tu sais pas vraiment, tu n'as pas toutes les infos. Donc, Là, le seul moment, je dirais, où là, il faut vraiment, vraiment réfléchir, c'est quand c'est pas sur le plan intellectuel, mais c'est réfléchir, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Bien Donc, sûr. tu vois, au niveau de, genre, ok, en termes de, ça, oui. est-ce que dans mon estomac, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Donc, ça oui. Je suis d'accord. Mais si tu as vraiment envie de le faire, par exemple, Augment, moi, c'est un projet passion. Je suis passionné d'entrepreneuriat. J'adore rencontrer des personnalités. Je suis là, attends quoi? En fait, je vais créer un business où je vais rencontrer le fondateur de YouTube, je vais rencontrer le fondateur de Waze et je vais genre filmer des trucs avec eux. Je vais travailler avec eux. On va faire un truc qui est beau, qui est esthétiquement recherché, etc. J'ai pas fait de recherche de marché. On s'en fout. J'ai envie de faire ce truc. J'ai vraiment envie. Donc, il faut prendre du temps pour se dire est-ce que tu as vraiment, vraiment envie de faire ça? Là, prends tout le temps du monde. C'est hyper important d'avoir une réponse qui est sûre. Bien sûr. Une fois que la réponse est oui, alors là, il faut juste le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Pire des cas, ça marche pas. Je voudrais finir le podcast sur la partie communauté. C'est l'aspect communautaire explose. On a vu par exemple, je sais pas, Discord. Et il y a des nouveaux postes dans les entreprises qui s'appellent Head of Community. Donc c'est la puissance de la communauté. On est en plein dedans, je pense. Tu as des gens qui font des levées de fonds sur la base de leur communauté. Et la puissance du nombre. Moi, j'ai toujours je sais pas si tu connais cette image où en gros il y a un énorme poisson et il y a genre 1000 petits poissons derrière qui forment un poisson et qui mangent le gros. Et je sais que vous développez ça chez Augment. Est-ce que tu peux nous dire un mot? Et j'ai l'impression que moi les business de demain vont être autour des boîtes qui savent créer des communautés. Les business de demain, surtout à l'heure de l'IA, vont être des business qui sont orientés sur comment je tisse du lien. En fait, aujourd'hui, tu as juste deux choix. Soit tu vas full IA, full robot, full machine, soit tu vas full humain. Nous, on va full humain. Et
aujourd'hui, alors, c'est toujours comme ça. Tout le monde court d'un côté. La valeur de courir dans l'autre sens est 10 fois supérieure. Et donc, dans un monde, ça c'est un truc que je pense profondément, dans un monde où on passe notre journée à parler à des chatbots, ok, en fait, je parle à des vrais humains. Nous, on le voit quand on fait des événements. On a fait 12 événements en personne l'année dernière. À chaque fois, on a fait un événement à Dubaï, 150 personnes de la communauté d'Augment à Dubaï. On a des mecs qui ont pris l'avion de Californie. C'est comme si nous, on allait en Australie. J'ai eu des mecs qui sont venus de Michigan. J'ai eu des mecs qui sont venus d'Atlanta. J'ai eu une fille qui est venue des Philippines. J'ai eu quelqu'un qui est venu d'Iran. Pour cet événement. C'était juste une soirée. Mais donc, je vois le pouvoir de ramener des gens ensemble, surtout à cette heure de l'intelligence artificielle. Rien n'est plus fort pour moi. Mais rien n'est plus fort. Donc, dans ce monde-là, qui est le monde de l'intelligence artificielle, qui est le monde de machines, de l'automatisation, rajouter de l'humain un maximum. Dans un monde où tout le monde écrit ses posts LinkedIn avec ChatGPT, écris-les toi-même, avec des fautes d'orthographe, on s'en fout, avec ta personnalité, mais juste la valeur de être humain, de créer du lien, est 10 fois plus grande qu'avant. C'est inestimable et en tout cas, moi je recommande aux gens qui créent des business aujourd'hui de penser une partie communauté parce que c'est fou. La puissance, c'est encore l'image des milliers de poissons face au gros. C'est comme un courant que tu crées. Donc pour moi, c'est imbattable. La puissance de la communauté sur un business, quand tu arrives à fédérer une communauté derrière ta marque, si tu es bon en branding, c'est un actif inestimable, quoi. Ouais, et surtout, c'est hyper fun, en fait. Il y a aussi ce côté-là où rencontrer des gens dans la vraie vie, moi, je trouve que c'est hyper fun. Et en fait, je sais pas, un truc qu'on fait jamais, mais si tu as monté un SaaS, si tu as monté un truc digital, nous aussi, on vend un truc qui est en ligne. Mais moi, très honnêtement, ça me fait chier de juste avoir des gens sur Zoom derrière l'écran. C'est pas ça qui est marrant. Moi, ce qui est marrant, ce qui m'amuse, c'est de faire les tournages. Tu vois, les tournages, il y a 30 personnes, mais c'est du physique. Tu vois, le mec de YouTube, il est là, il est en vrai, il est en chair et en os. Pareil, les événements communautaires, c'est du physique. C'est ça qui est marrant. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien. Et au final, t'en parlais dans le podcast que tu avais avec Mac de Time Left, tu vois, genre pouvoir taper un mec dans la main, pouvoir le regarder, tu vis un truc plus fort. On n'est pas fait pour passer notre journée derrière l'écran. D'ailleurs, moi, ma boîte, c'est en personne. C'est pas du remote. Nous, c'est tous les jours au bureau en personne. Est-ce que c'est mieux, moins bien pour le business, pour le recrutement ? Au final, je m'en fous, c'est pas la question. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai envie ? J'ai envie d'être entouré de gens, et donc c'est comme ça. Comment on fait partie de la communauté Augment, du coup il faut avoir passé un MBA avec vous ? Il faut simplement payer, souscrire et rentrer dans Augment. Donc une fois que tu as acheté une formation chez vous, tu fais directement partie de la communauté. Tu fais partie de la communauté. Et alors, tu as accès à quoi ? Tu as accès à un Discord ou un Slack Donc, tu as accès à tous les cours, présents et futurs. Tu as accès à tous les événements. On a fait 59 événements en ligne l'année dernière. On fait venir des mecs de malades. On va fait venir, il y a quelques semaines, le coach de Kobe Bryant. On fait venir le fondateur de... Mais c'est quoi votre business model là-dessus ? Parce que... c'est quoi votre business model là-dessus ? Parce que si tu t'achètes la formation, tu l'achètes en one shot. Ouais. Et après, ils ont accès à d'autres contenus. Ouais. Et là, ils payent pas pour les avoir, donc c'est gratuit. Pour le moment, non. Ouais. Okay. Pour le moment, non. C'est quoi l'autre fondateur ? Je t'ai coupé parce que ça m'intéresse. Tu as dit coach de Kobe Bryant. On a eu des fondateurs. On a fait venir nos speakers. On a fait venir le fondateur de Shazam. On a fait venir le mec d'OpenAI. Non, on fait venir des... En visio uniquement ou aussi en vrai ? En visio et bientôt en vrai. Donc on commence... tu m'as dit à Dubaï. On a fait 12 événements l'année dernière. Dont un gros summit à Dubaï. Par exemple, la semaine dernière, la communauté Augment, on a fait des petits meet-up, donc c'est des cafés ou c'est des petits verres le soir, tu vois, un petit peu à la time left. Juste la semaine dernière, Seattle, Los Angeles, Londres. Trop bien, je suis hyper content, les gens se rencontrent en vrai. Et donc aujourd'hui, c'est quoi Aujourd'hui, tu achètes une fois Augment et tu as accès à tous les cours qu'on a fait et tous les cours futurs. Tu as accès à toutes les live sessions, donc c'est des classes en live qu'on fait toutes les semaines, et tu as accès à tous les événements. C'est peut-être un peu stupide. Peut-être qu'il vaudrait qu'on mette de la subscription derrière ou qu'on vende d'autres trucs à la communauté. Ça va peut-être venir dans le futur. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette optique de construction de marque. Donc, on donne. On verra ce qui se passe après. Parce que quand tu achètes un MBA dans une très grande école, tu achètes aussi le réseau. Donc, c'est très lié à l'éducation. Bien sûr. Donc là, quand on achète une formation chez Augment, on achète aussi le réseau. 100%. Donc, toi, c'est très propre à ton business aussi. 100%. Combien vous avez formé de gens depuis le début Combien de gens ont passé un MBA chez Augment Au moment d'enregistrer le podcast, alors ce sera sans doute différent, c'est 7000 personnes. 7000 ? Ouais. C'est énorme. 7000 fois 2000,
Ça Voilà. fait à peu près le chiffre d'affaires Ben, que vous voilà. avez depuis le début. Et si on veut être très précis, nous on a eu, c'était pas du tout un long fleuve tranquille. Les 2 premières années du business étaient très compliquées. Et donc on vend, soyons transparents. On va tous dire, on fait plus ou moins 700K la première année. Donc 2023, on fait un peu plus d'1 million en 2024 et on fait 9 millions en 2025. Ok. Ouais, parce que j'étais en train de penser 2000 euros la formation pour 7000 personnes, ça fait 14 millions. Donc ça veut dire 14 millions de ça depuis le début, mais vu que c'est depuis le début, Ouais. ça montre que vous êtes. Mais par contre, vous avez fait la majorité des gens les 9000, vous les avez fait l'année dernière. Le mois dernier, on fait 1500 personnes. Voilà ça, donc vous êtes en accélération. C'est ça. Énorme. Comment on lève 2 millions d'euros sur un projet comme ça? Vous aviez rien encore, vous n'avez même pas la plateforme. On n'avait rien du Et tout. quelle valorisation tu as réussi à obtenir? Tu m'as dit que tu n'avais pas peur de parler chiffres. Moi, les plus belles valos que j'ai eues ici, c'est Penny Lane qui lève 3 millions sur une valo à 30 millions au début, donc pour 10%. J'ai eu Upway aussi qui est pas mal, même type de valo. Nous, on lève 2 millions à 10 millions de valos. Ok. Et, C'est pas mal sur un PowerPoint. Ah ouais, attends, on avait C'était avec quel fonds? 26 ans avec un fonds qui s'appelle RTP Global, qui ensuite ont fait le Pré-Seed et le Seed. T'as levé combien après pour qu'on se rende compte? J'ai levé au total 6 millions, et puis ça dépend quand le podcast va sortir, mais peut-être un peu plus. Ok. Au total 6. Au total, avec la levée 6. en cours. Il y a peut-être une petite levée en cours, mais non. 6 en 2 et 4, en juin 2022 et juillet 2023. Et là, Ok. voilà, en toute transparence, on est en train de regarder pour une prochaine levée de fonds. Ok. Tu disais que. Enfin, j'ai entendu dire que tu trouvais ça sain que les entrepreneurs fassent des cash-out au moment des levées de fonds. Est-ce que ça a été ton cas et est-ce que tu trouves que c'est important que les entrepreneurs se dérisquent un petit peu au moment des levées de fonds ou est-ce que ou c'est uniquement à partir d'une certaine taille ou est-ce que tu trouves que l'entrepreneur doit rester commit et genre zéro cash-out, tu vois? Alors, c'est pas encore mon cas. Peut-être avec les prochaines levées de fonds futures, mais c'est pas encore mon cas. L'entrepreneur doit dérisquer. C'est juste, ça c'est sûr, et il y a une énorme différence entre la mentalité US et la mentalité Aux US française là-bas à par ce contre c'est niveau-là. de base, c'est-à-dire que Non, toutes c'est les levées de bien fonds sûr. non mais souvent ils disent que enfin j'ai entendu dire dans la Silicon Valley qu'en gros sur des très grosses valorisations ils voulaient plus que l'argent soit un problème pour les fondateurs et Mais souvent il y a évidemment. des risques à ce moment-là. Évidemment. Mais j'ai jamais trop compris pourquoi parce que moi si j'étais investisseur je préférais que le problème que l'argent reste un problème pour l'entrepreneur pour qu'il soit à fond skill in the game dans la boîte, tu vois. En fait, c'est juste si tu veux monter une boîte qui est immense. Moi, aujourd'hui, on me propose 50 millions pour acheter Augment. Je sais que ça vaut plus. Je sais que fondamentalement, Augment vaut plus que ça. Je vois la croissance, je vois les chiffres, je sais que Augment vaut plus que ça. Mais 50 millions aujourd'hui, ça change ma vie. Attends, 50 millions pour 100% parce que si Pour 100%. Pour 100%. Ok, pour 100%, donc si aujourd'hui t'as moins, t'as genre 40, Donc, ça te fait genre par exemple, ça fait moins quoi, ça fait genre 20. voilà, en plus, moi, j'ai un associé, on Voilà. s'est fait diluer, Ah, c'est pour etc. ça. Donc, moi, 40 millions, C'est pour ça au final, j'ai entre 10 et 20 millions, ça dépend de comment tu gères ton argent derrière. Ouais. Mais tu as envie, surtout quand tu sens que la trajectoire, c'est une trajectoire qui peut être une trajectoire de licorne, comme beaucoup de boîtes dans la Silicon Valley. Tu as envie que les mecs, le jour où ils ont une offre de rachat à 200 millions, te disent non, ça change rien. Moi, j'y vais pour le truc qui change l'argent, qui change pour moi, Pas mal. c'est si ma boîte vaut 10 milliards. Ok, d'ailleurs, tu vois, par exemple, moi j'en ai longtemps parlé avec Steve Chen, le fondateur de YouTube, qui lui a une offre de rachat de Google pour un peu plus de 1 milliard. Sequoia, qui était le fonds en capital, au départ lui a dit non, on n'accepte pas. Et lui et Chad, qui est son associé, ont forcé un petit peu la vente. Ils ont dit à Sequoia, si on ne vend pas, nous on se retire. Donc ils ont vraiment forcé la main. Mais si les mecs, ils avaient déjà 100 millions sur le compte, ils se disent, ok, mais en fait, qu'est-ce que j'ai rien à perdre. Ça vaut combien YouTube aujourd'hui, tu penses? Bah, aujourd'hui, YouTube, ils ont annoncé leur chiffre de l'année dernière, 60 milliards de CA. 60 milliards de CA, c'est énorme YouTube. Ouais, En plus, c'est le truc qui est le plus en croissance actuellement. Ah, quoi, mais c'est c'est bien sûr, bien sûr. Donc, en train de remplacer la télé YouTube, donc c'est bien sûr, huge. Mais ok, donc ça sert à ça. ça sert à ça, ouais.
Donc, mais peut-être pas dès le début. Genre, quand tu lèves 2 millions, tu voudrais pas prendre, par exemple, Bien 500K. sûr que non, mais bien sûr que non. C'est sur des levées, plus à partir de combien tu penses si tu lèves 10 millions, en gros, par exemple, 2 millions pour les. Par exemple, admettons, tu lèves 10 millions. Toi, tu prends 1 million, ton associé 1 million, et vous avez 8 dans la boîte, et là, c'est bien. Ouais, mais ça, c'est beaucoup déjà. Ça, c'est beaucoup. Et en fait, ça va dépendre. Ça, c'est beaucoup. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça dit ça, c'est beaucoup de quoi le secondaire. 2 millions de secondaire, quand tu lèves 10 millions, c'est beaucoup. Ça fait 20%, c'est beaucoup. C'est énorme, ouais. Ah, ok, je sais pas. En fait, ce qu'il faut se dire, ça va dépendre de plein de facteurs. Imagine, tu lèves 10 millions, mais ta boîte est en train de burner 500K par mois. Ce qui est très possible. T'es pas rentable encore. C'est totalement différent de dire tu lèves 10 millions, mais ta boîte fait 500K de profit par mois. Ok, donc là, en fait, tu es dans une dynamique qui est totalement différente. Donc, tu as toujours ce ratio aussi, parce que quand tu fais du secondaire, c'est-à-dire que quand tu vends des parts de ta boîte, l'investisseur, le choix qu'il a, c'est est-ce que l'argent, je le mets en primaire, c'est-à-dire que je l'injecte dans la société, ou est-ce que je mets en secondaire, c'est-à-dire que je le donne au fondateur. Si tu es dans un business qui a besoin d'énormément de capital pour aller accélérer, ben, l'investisseur va dire pourquoi je vais le donner au fondateur quand l'argent est mieux investi dans le business. Je comprends. À l'inverse, tu as des business qui sont extrêmement capital efficient, donc qui n'ont pas forcément besoin d'énormément d'argent pour se développer. Tu as des investisseurs qui vont vouloir rentrer dedans. L'entrepreneur peut dire attends, mais même si tu me donnais ces 2 millions, je ne sais pas exactement où les mettre dans ma boîte pour la faire accélérer, parce que le business marche déjà assez bien sans ça. D'accord, mais c'est rare ça. Dans le VC, en général, les boîtes, elles ont besoin de financer, elles sont pas rentables. Ah non, c'est moins rare que ce qu'on pense. Ah, peut-être série B du coup. Ouais, série A. Série B. Voilà, série A. Série B, c'est rare qu'elle soit rentable. Hein. Peut-être série A un petit peu aussi, mais. Ça dépend, mais. En stats, je pense. Voilà. Et donc en fait, ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va dépendre de la dilution des fondateurs, ça va dépendre de la taille du tour, ça va dépendre aussi de la demande sur le tour. Ça va dépendre de la. Voilà, parfois, en fait, quand tu as trop d'investisseurs qui se battent sur un tour, on va dire ok, on n'a pas besoin de trop mettre dans la boîte, alors on va faire du cash-out pour les employés, pour les fondateurs, pour les angels de la première heure. Donc, c'est pas nécessairement non plus que pour les fondateurs. Et comment tu négocies ton salaire quand tu lèves des fonds tu négocies avec les VC. Est-ce que les VC mettent une pression pour tirer les salaires vers le bas ou... Parce que moi, je sais que les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, les fondateurs dans les boîtes financées par des VC, je crois qu'il y avait une étude dans la French Tech, que les CEO de boîtes VC backed, c'est entre 100 et 150 000 euros annuels. Donc, tu vois, c'est moins que des gens qui font carrière dans des grandes institutions, des grands cabinets de conseil. Parce que ça, il y a un mythe aussi un peu là-dessus. Alors, c'est des beaux salaires. Moi, j'étais pendant les 3 premières années de la boîte bien en dessous de ça. T'étais genre à combien ? J'étais la première année, je me suis pas payé. Je me suis pas payé la première année parce que je touchais encore le chômage de ma rupture co de mon taf précédent. Ensuite, j'ai emprunté un petit peu d'argent à mes parents, et donc je vivais un petit peu sur ça. J'ai commencé à me payer les 2 autres années. Okay. Donc on s'est mis un salaire à plus ou moins 80-90. Et là maintenant, on a fait un 2025 phénoménal. On s'est augmenté au-dessus de ça. Mais voilà, on n'est pas du tout... oui, c'est pas genre 500K. Ah, mais pas du tout. Et voilà, il y a d'autres personnes dans la boîte qui... toi, en tant que fondateur, c'est pas nécessairement le mieux payé de la boîte. Oui. Souvent, c'est les head of sales qui vendent et qui... Voilà, et puis après... plus que le CEO. Après, nous, on aime bien faire des gros bonus. On aime bien vraiment incentiver à la performance. On a fait des gros bonus l'année dernière parce qu'on a fait une année extraordinaire. Donc, l'équipe le méritait à fond. Mais voilà, clairement, là, on est dans ces eaux-là. En tout cas, tu as une trend à 1500 nouvelles personnes formées sur un mois. Ouais. Donc, si tu tires le trait 1500 x 12, ça fait genre 18 000 ouais. Ça fait 18 000 personnes sur un an. Et donc, du coup, si en plus tu as une croissance, admettons, tu prends 20 000 x 2000, c'est énorme. Ça fait genre 40 millions de, voilà, 40 millions de CA. Quoi. Mais attends, et combien tu les achètes ? Parce que c'est quoi ton coût d'acquisition ? Parce que plus ou moins la demi de ça. Plus ou moins la demi de ça. La demi de ça. Ouais. Donc, par exemple, quelqu'un à 2000, tu as dépensé 1000 pour l'avoir. Plus ou moins, ouais. Donc ça, c'est rentable comme business. Ouais. Après, je sais plus le CAC à partir de combien c'est plus rentable, mais ça dépend de ton business. Mais dans notre business, c'est
Oui, c'est tu vends assez cher, rentable. donc ça va. Enfin, c'est des formations c'est pas un truc à 100 € quoi que tu vends. Non, mais voilà, en toute transparence, on a eu un 2025 extraordinaire. On fait 154 CA en janvier 2025, on fait 2 150K en décembre 2025. Donc on a une croissance de fou. Et ton CAC est le même ou pas? Et ben ouais. Ok. Ce qui montre la profondeur de marché, il y a plein de facteurs, mais oui, notre CAC a été le même. Incroyable. Est-ce qu'on peut créer un petit code promo pour les gens qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant et qui ont été courageux, qui veulent s'acheter un MBA chez Augment, être formé par le fondateur de Shazam, cofondateur de YouTube. En plus, là, le cofondateur de YouTube, je pense qu'il a vraiment la hype. Ouais. Parce que je pense que YouTube, moi, j'ai mon bet depuis un moment. Je me dis, cette boîte-là, ça va devenir C'est extraordinaire. l'une des plus grosses plateformes. D'ailleurs, là, ils viennent de. Je sais pas si tu as vu, ils ont mis une nouvelle fonctionnalité pour les messages privés. Et donc, ils sont en train de partir sur un délire un peu social. Et ça va être intéressant de voir ce qui se passe sur YouTube. Mais c'est fou ce qui se passe. Moi, je regarde que YouTube. Je passe ma journée à YouTube. Alors, Sur moi, YouTube. je me mets devant ma télé. Et genre, je me lance l'application YouTube et je me lance genre un podcast ou un truc le soir. Le rêve. Plutôt Ouais. que de mettre la télé. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte ce qui est en train de se passer, je crois, là-dessus. 100%. Non, mais pour tous les gens qui veulent rejoindre Augment, on va leur mettre un petit lien pour avoir 50% off. C'est dingue, ça. Ouais, donc plus ou moins 1000 €, je pense, au total, $1,200. Donc ça doit être 1000 €. 50% sur si tu utilises le lien que tu me donnes. Attends, mais les mecs, ils ont écouté plus d'une heure de podcast, Alors- ils ont le droit. Alors, je demande toujours à mes invités. Donc, on est d'accord que c'est utilisable à vie. Ouais. Parce que moi, mes vidéos YouTube, il y a des gens qui regardent mes vidéos d'il y a 4 ans, encore aujourd'hui. Ouais. Donc, si quelqu'un tombe sur la vidéo maintenant, là, il nous écoute Ouais. en 2030, Ouais. il clique sur le lien, il va sur Augment, il aura 50%. Même s'il y a des formations à 10 000, sur toutes les formations. Sur la formation principale. Alors après, je sais pas Ok. quel produit futur on va Ok. lancer. Sur la les formation. formations là, Ouais. à Et 2000, qui coûte à peu près 2000. Donc, en gros, c'est un lien qui te permet d'avoir 1000 € d'économie. exactement. Et C'est sympa. si la personne a passé autant de temps à nous écouter, je pense que elle mérite au moins ça. Et si le lien est cassé pour une raison technique Alors là, ouais. que je ne connais pas, etc., dans quelques années, alors vous m'envoyez un petit message sur LinkedIn, Ou à moi sur directement. Twitter, et on trouvera un moyen. Je voudrais aussi mettre en description YouTube, donc je mettrai le lien pour le code promo, donc moins 50%. Je mettrai le lien. Je peux mettre ton LinkedIn. Avec plaisir. Donc s'il y a des gens qui veulent te contacter, peut-être qui ont besoin d'aide, qu'ils n'hésitent pas, ou peut-être si tu as besoin de recruter des talents, Bien sûr. ils n'hésitent pas à te contacter. Et, Non, n'hésitez pas. tu réponds aux gens. Ouais, je réponds aux gens. Ok. Quand Il y a c'est- des gens qui. Alors c'est marrant, il y a Ah, des je gens sur réponds quand LinkedIn qui c'est bien n'acceptent fait. pas les gens qui connaissent pas. Alors, je réponds quand c'est bien fait. Je réponds quand c'est bien fait. Et quand la personne s'est foulée et quand la personne a une vraie question pertinente. Et parfois, les gens me posent des questions et ok, en fait, t'as pas fait le travail de savoir que je suis pas la bonne personne à qui demander. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais Ok. si une Tu veux pas que ce personne, soit un message automatisé à l'arrache. mais bien quoi. sûr que non. Si quelqu'un a une question précise sur un sujet sur lequel je peux aider et j'ai de l'expérience, alors c'est impossible de dire non. C'est impossible Ok. de dire non. Mais c'est sûr que toi, tu dois en recevoir plein aussi. Salut, j'aimerais bien me lancer. Est-ce qu'on peut discuter? C'est hyper dur de répondre. En fait, si tu réponds Un peu à trop tout vague, le ouais. monde, c'est pas possible. Enfin, t'as plus de temps. T'es pas respectueux de ton temps à toi. Donc c'est toujours cette question-là. Mais quand la personne a mis le travail en face et que tu sens que tu peux vraiment aider et que tu es vraiment pertinent pour la personne, alors oui, tu réponds. Ok. Donc plutôt Twitter ou LinkedIn? Toi, plutôt Plutôt LinkedIn. Plutôt LinkedIn, ok. Plutôt Si les LinkedIn. gens veulent te contacter, je mettrai le lien. En tout cas, moins 50%, merci, parce que c'est une belle offre, franchement. J'ai pas eu beaucoup de si belles offres, donc c'est une offre vraiment attrayante. Donc merci pour ça. Et à quand des formations en français pour les gens qui parlent que français, qui n'ont peut-être pas envie d'aller sur des contenus anglais? Tu penses qu'à un moment donné, ça va arriver ou pas? On va bientôt le traduire avec de l'IA. Mais très honnêtement, aujourd'hui, tu vois, la France, c'est encore un petit marché pour nous. Il y a très peu de gens qui... Ou des sous-titres, non? Ouais, Vous avez pas les sous-titres aujourd'hui? Non, mais très Pourquoi honnêtement... vous avez pas fait tout ça? Mais parce que... Avec les sous-titres, c'est rien ça à je faire. te dis, notre marché, c'est de très très loin les États-Unis. Oui, mais Ensuite, si- c'est les pays si anglophones. le coût de développement versus ce que ça peut t'apporter, tu vois, je me dis c'est dommage. Mhm. En fait, j'ai juste pas non plus envie de faire de la... En fait, si tu commences à traduire, tu dois commencer à faire de la publicité dans notre langue. Et donc, tes équipes marketing, Ah oui, ça, tu oui. vois, ça devient Ça, je totalement comprends. différent. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on écrit est en anglais. Nos pubs sont en anglais, nos landing pages, nos emails sont en anglais. Et donc, la personne qui achète
on lui vend pas quelque chose de mensonger, ce qu'il va trouver à l'intérieur et en anglais. Et donc, les gens ont 15 jours aussi pour tester le produit et demander un remboursement. Mais on l'a déjà eu quelques fois où les gens achètent le produit, demandent un remboursement en disant en fait, je pensais avoir le niveau d'anglais, mais au final, non. Et ça, c'est. Donc voilà. Dernière question. Jusqu'où ça va aller ton produit? Parce que là, tu as une croissance qui est phénoménale. Tu passes genre de. Enfin, tu as une croissance à 3 chiffres, quoi. Presque 4. Presque 4. C'est assez huge sur des paniers moyens élevés et un marché ultra profond. Jusqu'où vous voulez aller? Parce que je sais pas si tu passes de. T'as dit 2023, combien de chiffre d'affaires? 2024, 1. Ouais. 2025, 9. Attends, 2024, 1 million. Ouais. Donc 2024, 1 million. Si tu fais en 2026 40 millions, t'as fait x40 en 2 ans. Ouais. C'est huge. Ouais. Alors du coup, jusqu'où ça va aller cette histoire? Parce que le marché, la formation, surtout quand tu vois les MBA à 200 000 balles et que là, tu peux te former par un cofondateur de YouTube à 2000, quand tu vois, le marché est profond. Donc, ouais, le marché est profond. C'est quoi votre ambition? Mon ambition, c'est de créer une marque que les gens connaissent. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps à l'équipe. C'est aujourd'hui, tu penses cours de langue sur Internet, tu fais 9 personnes sur Duolingo. 10. Bah voilà, Duolingo. 9 personnes sur 10. Cet exemple. Dis Duolingo. Cours de business sur Internet, t'as pas de marque qui domine et possède la catégorie. Sur la formation en ligne, tu avais Masterclass aux États-Unis? Masterclass qui est sur la formation horizontale, on les connaît très bien. Mais eux, c'est par exemple, tu veux devenir acteur, c'est Nathalie Portman qui donne un cours. Tennis, échecs, yoga, etc. Nous, c'est que business. Et donc, moi, mon but, c'est dans 5 ans, tu parles à un mec en Australie, au Koweït, au Royaume-Uni, aux États-Unis, tu lui dis cours de business, il doit te dire augment. C'est ça qu'on essaie de créer. Donc c'est la marque, plusieurs milliards. C'est la marque de cours de business de référence à l'international. Qu'est-ce que ça veut dire en chiffres? Très honnêtement, si on fait bien le travail, tout se passera bien au niveau de chiffres. Entre guillemets, on s'en fout. Mais c'est vraiment comment tu crées la marque de cours de business que tout le monde connaît. Et en fait, on te dit cours de business, tu associes directement ça à Augment. Et aujourd'hui, personne ne possède cette catégorie. On veut devenir les leaders dans cette catégorie. Tu disais tout à l'heure 50 millions, je sais que la boîte vaut plus. Si une boîte te proposait genre plus, est-ce que tu céderais Augment aujourd'hui? C'est-à-dire que si on te propose par exemple aujourd'hui 100 millions d'euros, parce que tu as dit 50, ça vaut plus, mais on te propose 100 maintenant, admettons que vous avez 40% avec Nancy, vous prenez 40 millions chacun, est-ce que vous vendez ou est-ce que vous continuez Augment? Il y a toujours cette question de quel est le projet pour lequel la marque t'embauche. Quand j'en parlais encore une fois avec Steve de YouTube, Google rachète YouTube, mais ils ont un projet énorme. Ils vont mettre des milliards derrière et ils ont fait de YouTube ce que c'est aujourd'hui. Est-ce que YouTube, ce serait YouTube sans Google? Pas forcément. Et Steve, d'ailleurs, le dit. Donc, ça dépend. Si quelqu'un te dit, je te rachète X, on s'en fout, mais on va pas mettre 1 euro dans la boîte et au final, c'est juste pour... je sais pas, la spin-off à 1 euro symbolique 2 ans après, fondamentalement, c'est quoi l'intérêt? Si quelqu'un arrive aujourd'hui, je dis, je te rachète la boîte, mais mec, regarde ce qu'on va faire ensemble. Regarde le projet de ta boîte plus ma boîte. Alors là, totalement. Donc au final, le montant, oui, peut-être, etc. On peut en discuter, j'en sais rien, on va regarder les chiffres. Mais quel est le projet derrière? Pourquoi est-ce que la personne te rachète et c'est quoi l'ambition? Et du coup, on en revient juste sur l'histoire du cash-out pour les entrepreneurs. Le cofondateur de YouTube, Steve, s'il avait fait un cash-out avant, il n'aurait peut-être pas vendu à Google et YouTube ne serait jamais devenu ce que c'est aujourd'hui. Peut-être. Ou peut-être que... Et comme quoi, tu vois, c'est pas toujours évident que ce soit bon de faire du gros cash-out pour les entrepreneurs. Peut-être. Ou bien, il serait à la tête de YouTube qui ferait 60 milliards de CA tout seul. Mais la question qu'il faut répondre, c'est est-ce que YouTube serait ce que c'est aujourd'hui sans Google? Moi, la réponse, ça serait quand même non, je dirais. Quand même. Il y a eu l'écosystème de Google qui a été intégré. Les vidéos YouTube ont été intégrées même dans les résultats de recherche de Google. Bien sûr. Donc, écoute, on va pas refaire l'histoire, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que alors un des trucs intéressants qu'il n'a pas dit à beaucoup de monde, et nous on l'a eu en off, donc en fait il nous l'a expliqué, c'est qu'ils ont vendu parce qu'ils avaient plein de procès sur le dos. Et ils avaient peur d'avoir même des poursuites personnelles, parce que c'est une époque où en fait il n'y avait pas encore de règles sur les droits d'auteur, et tout le monde uploadait tout et n'importe quoi. Ils n'avaient pas les systèmes, par exemple, pour filtrer est-ce que tu as les droits pour uploader une certaine musique sur YouTube. Donc ils avaient des procès de partout.
Et Là, donc, tu vends. ah ouais, et Alors donc, là, en fait, ouais. ils Si t'as avaient, 10 procès, 1 milliard, mais tu ouais, vois. ils avaient les flics aux trousses, etc. Et Google leur a juste dit, en fait, on va juste vous mettre des avocats, vous allez être déresponsabilisés, vous allez pouvoir dormir tranquille. Et le mec, il a dit OK. C'est une grosse exclue, ça. Ouais. C'est bien, on finit sur une grosse exclue du coup. Je mettrai ton LinkedIn en description YouTube, le lien qu'on fera entre temps, et tu me diras combien de gens sont venus se former chez toi via Little Big Six du coup. Merci, c'était un plaisir, vraiment. Plaisir partagé. À bientôt, Ariel. À bientôt.